les étudiants, mes apprentis, là, vous avez droit à une intervention spéciale pour vous. Donc, on va pouvoir, bon, on verra si c'est intéressant ou pas, on lui dira à la fin. Mais en tout cas, un grand merci à toute l'équipe. C'est vraiment très cool de votre part. Et donc, je vois que vous enregistrez et donc je pourrai m'en Ouais, resservir avec les premières années. avec grand Voilà. plaisir, Karim. Parfait. Eh ben, écoute, merci et ben, on est à l'écoute. Ça marche. Patrice, c'est moi ou t'enregistres aussi la session? Ah non, non. Non? Ah tiens, je croyais qu'il y avait l'icône. Oh, c'est peut-être une autre icône. Donc, je vais couper ma cam pour optimiser la Ouais, ouais, pas de souci, ça marche, on fait comme ça. Bon, moi je la laisse pour le fun, mais vous verrez que j'ai du mal à présenter en restant assis. Je suis quelqu'un d'assez mobile, donc si je disparais de l'écran, vous inquiétez pas. Je garde la liaison avec vous. Et nous allons aujourd'hui commencer un sujet qui me tient à cœur, l'UB-Expert méthodologie en 45 minutes. J'ai un autre titre aussi que j'avais choisi, que j'aime bien, qui est plutôt pas mal, qui est, si ça fonctionne, ah ouais, je vais repasser sur lui ici, qui est lubrification conditionnelle, mythe et bonne pratique. Donc voilà, bah, c'est un sujet ici pour la maintenance prévisionnelle qui est quand même assez chaud. Donc c'est pour ça que je voulais échanger avec vous là-dessus, pour vous donner des bonnes armes pour aller après sur le terrain dans le cadre de votre stage ou dans votre début de carrière professionnelle, arriver avec des pistes de réflexion, des idées, voilà. C'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Alors, comme on l'a dit depuis le début, bah, il y a une fenêtre de chat. J'ai beau avoir été sélectionné pour être votre présentateur aujourd'hui, bah, me laissez pas seul, s'il vous plaît. Intervenez, arrêtez-moi, qu'on puisse échanger, que ce soit un petit peu dynamique. Le but, c'est pas que vous restiez confortablement chez vous, mais qu'on soit vraiment dans un échange dans les deux sens. Et avant de commencer, on va faire un petit test son. Euh, et par la même occasion, on va tester la fenêtre de chat. Donc, je vais balancer un son. Dites-moi juste si vous l'entendez, parce que vous allez voir, il y a pas mal d'animations. Et si vous n'avez pas le son, ça va pas être très drôle. Allez. Aya Nakamura, non, je lui ai demandé son autorisation, je n'ai pas eu les droits, donc ce sera Last Ketchup. Petit retour dans les années 2000, un petit peu de soleil, ça fait toujours du bien. Donc, merci de me confirmer que tout fonctionne bien, c'est parfait. On va pouvoir démarrer ce webinaire dans des bonnes conditions. Je me présente donc Benoît Degrave, directeur commercial chez SDT International. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2012 en tant que directeur artistique dans une agence de publicité. Autant vous dire que ça n'avait rien à voir avec la maintenance prévisionnelle, les ultrasons, la vibration, tout ce qui va avec. Donc le saut était un petit peu osé et périlleux, mais bon voilà, j'ai essayé de pas trop me casser les dents. Donc, ce qui fait que en 2013, je suis arrivé chez SDT en tant que représentant commercial. En 2017, j'ai repris le secteur de la France avec mon collègue et ami Patrice qui est ici joint à la session. Donc, à deux, nous couvrons la France et nous animons notre réseau de distribution pour promouvoir la bonne parole et la technologie. Et ici, depuis 2019, j'ai repris des activités un peu plus de sales manager chez SDT International. Donc voilà un petit peu mon parcours, qui je suis. Le programme de la présentation aujourd'hui. Alors, quand Karim m'a contacté, il m'a dit voilà, Benoît, j'aimerais que tu fasses de la fluide, de l'électricité, de la lube, du roulement, etc. Enfin, il avait un programme assez ambitieux. J'ai dit super, ben, donne-moi 2 semaines et on le fera, sans souci. Puis il m'a dit non, c'est 2 heures. Donc je me suis dit oulala, soit on survole un petit peu tout, soit on en prend un, qu'on retourne dans tous les sens et on y va à fond. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc aujourd'hui, on va parler de la lube. Mais avant de vous parler de la lube, je vais d'abord introduire en quelques mots notre société, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. C'est important quand même de savoir quelle est notre activité. Vous introduire quelques notions fondamentales propres et liées à l'ultrason.
c'est toujours plus intéressant de comprendre la technologie intrinsèquement et de comprendre en fait un petit peu comment on peut l'appliquer à des applications bien précises. Je vais ensuite vous poser le contexte actuel industriel lié à la lube. Et là-dessus, je vais développer 2 thèmes. Le premier, ce sont les mythes, myths en anglais, donc les mythes qui tournent autour de la lubrification, ainsi que le graissage périodique des roulements. Vous allez voir que quand je vais aborder ce thème qui est plutôt quand je vais placer ce contexte, vous allez voir que c'est pas génial. Hein. Aujourd'hui, ce qui se passe, je vais pas vous mentir, je vais pas vous rendre du rêve, c'est pas génial, génial. Donc, je vais quand même arriver avec une touche positive juste après ça, en vous proposant une piste de solution. Parce que c'est bien d'avoir des problèmes, mais c'est mieux d'avoir des solutions. Et puis, je vais vous montrer comment on peut appliquer cette solution à un exemple, mon exemple préféré, celui qui a marché le mieux. Et j'espère que ce programme vous plaît. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé. J'aurais fait mon maximum. Et de nouveau, je réinsiste, n'oubliez pas la fenêtre de chat, interrompez-moi, qu'on soit vraiment dans un échange. Rapidement, SDT International, qui sommes-nous? Nous sommes une société belge. Vous l'entendez peut-être à mon accent. Hein, je ne fais pas du mime, non, je parle vraiment belge. Je dis fuite, je dis huit, et on mange des frites, on aime la J'ai bière. rien dit, hein. J'ai rien dit. Non, Hein. non, mais je sais que tu le penses déjà et que tu es déjà en train de te marrer. Alors, Donc, alors, juste 30 secondes. En fait, Benoît, certains l'ont peut-être reconnu, hein, ceux qui étaient en DUT l'année dernière. Donc, il était venu à la journée maintenance à Innova. Et donc, les jeux lui gants de travail, c'était Benoît. Donc, merci. de rien, tout le plaisir est pour moi. Donc, SDT International, société belge. On est fabricant d'appareils de mesure à ultrasons dédiés aux économies d'énergie et à la maintenance prévisionnelle. C'est une société qui a été fondée en 1975. Soyons belges jusqu'au bout des ongles. 75 par Joseph-Henri de Grave, qui est mon grand-père. Nous délivrons des solutions dans à peu près 64 pays. On a un réseau avec 300 partenaires. On a SDT North America qui est basé à Toronto, qui est dirigé par Alan Rienstra. Nous avons SDT India et SDT Milan. Voilà, ça c'est un petit peu la société. Et qu'est-ce qu'on fait chez SDT? On est une société familiale, donc ça c'est très important. C'est vraiment dans notre ADN. On aime bien ce côté un peu plus proche et personnel. Donc vous voyez ici nos 2 grands leaders, nos 2 grands gourous, hein, qui sont André de Grave, mon père, qui est ici présent dans la session, et Alan Rienstra, qui lui s'occupe de SDT NA pour North America, basé à Toronto. Donc société avec un esprit familial, vraiment inscrit dans notre ADN. Voilà ici une photo de l'équipe. Donc tous les 2 ans, on organise ce qu'on appelle des Dealers Day, un chouette rendez-vous durant lequel on peut partager pendant plusieurs jours sur différents thèmes pour essayer de dynamiser un peu le secteur et de nouveau, toujours dans un même objectif, promouvoir la technologie et améliorer les connaissances des gens. Alors, chez SDT, pourquoi on se lève le matin? On a une mission. Alors, cette mission, c'est quoi? C'est d'offrir des solutions simples. J'insiste sur le côté simple. Avec le temps, on a développé de plus en plus de solutions, de plus en plus compliquées, qui s'adressent de moins en moins de personnes. C'est un peu dommage. Donc, des solutions qui demandent beaucoup, beaucoup de temps de formation avant de pouvoir en tirer un maximum de la substance. Donc, chez SDT, nous, c'est l'inverse. Hein. On essaye de faire des choses compliquées pour nous en tant que développeurs, mais qui soient très simples pour l'utilisateur. Et ça, c'est très important. Alors, ces solutions simples, elles sont destinées à quoi? Au service maintenance et dans quel objectif? Réduire les consommations énergétiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la planète n'est pas en très bonne santé. Donc, diminuer l'empreinte écologique, c'est très important. Et ce sont des missions qui sont impactées au service maintenance de nos jours, tout en prolongeant la durée de vie des installations. Forcément, quand on fait de la maintenance, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il me dit que ma connexion Internet n'est pas stable. Or, je suis en câble. Je vais devoir engueuler l'IT. Jusque-là, tout va bien, apparemment. Ne pas oublier, quand on fait de la maintenance, le but ultime, c'est de garantir la disponibilité de l'outil. Le but, c'est pas de réparer une machine, c'est de garantir la disponibilité de l'outil, d'avoir un temps d'intervention le plus petit possible. Donc ça, c'est bien important de le garder en tête et c'est une des missions que nous nous fixons avec nos appareils.
Alors, des références, ben, on en a beaucoup, elles sont très riches et variées. Comment expliquer ça? C'est pas propre à SDT, toutes ces références. D'autres concurrents partagent peut-être même ces mêmes références. Toutes ces références sont riches et variées simplement dû au fait que l'ultrason, donc la technologie ultrason, peut se décliner sur 8 applications différentes directement liées à la maintenance, aux économies d'énergie et à la maintenance prévisionnelle. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver tous ces acteurs les uns à côté des autres, parce que si je prends par exemple l'exemple de Coca-Cola avec Audi, bah, on ne fabrique pas le même produit, mais par contre les énergies qu'on va utiliser pour fabriquer le produit seront les mêmes. On aura de l'air comprimé, on aura de la machine tournante, on devra faire de la lubrification, on devra faire un tas de choses. Donc c'est ça le dénominateur commun. C'est pour ça qu'on partage ces mêmes références et la même technologie. La Belgique, un copain à moi, vive les Belges une fois. Merci Simon pour cette remarque. N'hésite pas à partager d'autres si tu en as encore sous le coude. Alors, chez SDT Ultrasound, on a sdt.training. sdt.training, c'est un site. On part du principe chez SDT qu'un outil seul, ça ne fait pas grand-chose. Ok? Ici, j'ai pris un exemple avec des belles godasses de foot. Ben, moi, j'ai les mêmes godasses que Zidane et pourtant, l'équipe de France ne m'a pas encore appelé pour aller jouer. Pourquoi? Ben, je n'ai pas le même entraînement que Zidane, je n'ai pas les mêmes compétences, je n'ai pas la même place que Zidane au sein de l'équipe. Et surtout, voilà, j'ai beau avoir les pompes, ça ne fait pas de moi un bon footballeur. Donc, l'outil, certes, mais la formation, les compétences, c'est ce qui permet d'avoir une place légitime dans une équipe et de tirer des résultats. Après, si on prend juste l'exemple du foot, il faut un petit peu de chance. Et cette chance, vous la maîtrisez à merveille. C'est pour ça que vous gagnez la Coupe du Monde récemment. Voilà, ça c'est un petit truc supplémentaire qui est aussi nécessaire pour avoir des bons résultats. Alors, sur SDT Training, petite parenthèse, on a 2 programmes. Hein. Ici, on est plutôt dans un programme qu'on appelle Ultrason par-delà l'essentiel. Donc, l'idée, c'est de partager des webinaires, partager des contenus liés propres à la maintenance. Mais on a aussi Ultrasound Essential, qui là sont des contenus un petit peu plus théoriques. Contenus qui sont délivrés sur 25 modules de cours. Ceux-là sont payants. Et ces 25 modules de cours reprennent 3 notions fondamentales. La première, c'est des notions théoriques liées à l'ultrason. La deuxième, des notions théoriques liées aux applications couvertes par les ultrasons. Et finalement, le troisième volet qui est plutôt lié à l'utilisation des appareils. Ah bah ouais, il faut savoir quand même sur quelle touche appuyer pour pouvoir prendre une mesure correcte et où placer son capteur. Voilà, donc ça c'est un petit peu SDT, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Ici, je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans les notions théoriques fondamentales liées à l'ultrason. Ces notions qui sont quand même essentielles pour bien comprendre ce qu'on peut faire avec cette technologie et surtout pourquoi on peut utiliser le même appareil pour tantôt localiser une fuite, tantôt contrôler la lubrification de roulement. Vous allez voir que le dénominateur commun, aussi bizarre que cela puisse paraître, est exactement le même. Quand j'ai un problème de roulement, j'ai un problème de friction. Quand j'ai une fuite d'air comprimé, j'ai aussi un problème de friction. Et les deux génèrent des ultrasons. Magnifique, j'ai besoin que d'un appareil. Alors, dans les fréquences, dans le son, il y a 3 catégories de sons. Nous avons des infrasons. Nous avons des sons audibles, ce qui nous permet aujourd'hui de communiquer. Donc, c'est une plage de fréquences sur laquelle nos oreilles peuvent entendre et recevoir. Et puis finalement, on a des ultrasons. Ça, ce sont des gammes de fréquences plus élevées. On n'entend pas et on ne les ressent pas. Les infrasons, on ne les entend pas à l'oreille, mais on peut les ressentir. C'est plutôt de la vibration. Alors, si je place tout ça sur une échelle, je vais retrouver des infrasons, donc jusqu'à 50 Hz. Oula, je vais un petit peu plus vite que l'animation. Entre 50 Hz et 20 kHz, si je ne dis pas de bêtises. Roulement de tambour. 20 kHz, génial. Là, on est dans le domaine audible. Alors, sachez qu'au plus on va vieillir, au moins on sera sensible à ces hautes fréquences. Hier, j'ai été voir ma grand-mère, on s'est mis dans le jardin, et son voisin a foutu ce stupide boîtier là qui génère des hautes fréquences pour éloigner les rongeurs.
Je crois que ça doit produire aux alentours du 20 kHz. Alors, moi, ça me donne mal à la tête. C'est très perturbant. Ma grand-mère qui est plus âgée n'entend rien du tout. C'est un sujet sur lequel on a échangé pendant 10 longues minutes, mais comme je voyais que visiblement on n'était pas sensible aux mêmes choses, ben, j'ai laissé tomber. Mais voilà, c'est très perturbant. En ultrason et plus précisément chez SDT, on utilise des capteurs résonants. Des capteurs résonants qui résonnent à une fréquence bien spécifique qui est le 38,8 kHz. Et donc tous les autres phénomènes qui sont plutôt dans l'audible, etc., ben, nous, on ne va pas trop les mesurer et les analyser. On va filtrer vraiment tous ces phénomènes sur une toute petite fenêtre qui est le 38,8 kHz. Alors, on a 4 phénomènes qui génèrent des ultrasons. On a de la friction. La friction, quand je frotte mes mains comme ça, ça fait de l'ultrason. On a ensuite des impacts. Comme ça. Ça, ici. Quand je tape sur la chaise, ça fait des ultrasons parce qu'il y a des impacts. Ça fait et de l'ultrason et du son audible. C'est pour ça qu'on peut l'entendre. Okay. J'ai des turbulences aussi qui génèrent des ultrasons. Alors, des turbulences, je les retrouve au niveau des fluides d'air comprimé, mais je peux les retrouver, par exemple, dans une vanne qui est défectueuse. Une vanne qui est défectueuse, pourquoi on la qualifie de défectueuse? Ça veut dire que quand elle est fermée, elle est passante. Et donc, en position fermée, j'ai quand même l'énergie qui va passer à travers, ça va générer des turbulences internes. Ça va de nouveau générer de l'ultrason. Et puis finalement, on a des décharges partielles. Des décharges partielles, ce sont des défauts haute tension qui, eux, génèrent également des ultrasons qu'on peut détecter, mesurer et analyser. J'espère que jusque-là, tout va bien. Fenêtre de chat, je ne cesserai de le rappeler. J'ai de temps en temps un message qui apparaît dans Zoom en me disant que ma connexion est instable. J'espère que ce n'est pas le cas et que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, dites-moi oui. Comme ça, je suis rassuré et je peux continuer. Alors, particularité. Oui, chef. Merci Simon. Merci les gars. C'est bon, tout va bien. Je suis rassuré, je continue. Alors, rappelez-vous la mission des étés. On parlait de solutions simples. C'est quoi une solution simple? Une solution simple, c'est une solution qui peut être adoptée par la majorité des gens. Et comment on peut faire ça? Vous savez, quand on fait le premier stade de maintenance prévisionnelle, quand on arrive sur une machine, vous le faites vous-même sur votre bagnole, par exemple, quand vous avez un doute, vous dites, il y a un truc qui tourne pas rond. C'est pas le même bruit qu'hier. Première chose qu'on va faire, on va commencer à aller toucher. On va chercher de la chaleur, puis on va écouter. Ah, est-ce que c'est ma courroie qui est pétée? Est-ce que c'est un piston qui est foutu? Je vais essayer d'entendre un bruit à l'oreille, mais ça va être compliqué dans l'audible. Je vais chercher des vibrations, de la chaleur, etc., etc. Donc, comment ici chez SDT on arrive à avoir des solutions simples? Simplement en donnant accès aux techniciens aux ultrasons. Donc, ces ultrasons qui sont des hautes fréquences, qui sont des phénomènes qu'on n'entend pas à l'oreille, vous voyez ici que nos appareils en fait vont transformer ces ultrasons en fréquence audible dans le casque d'écoute. Donc vous verrez dans les vidéos et les animations qu'il y a plus loin que chaque fois qu'on utilise nos solutions, on a toujours un casque d'écoute parce que c'est le premier stade. C'est la première approche qu'on peut avoir sur une machine. C'est ce que nous on qualifie de détection. La détection, c'est je prends un capteur, je vais sur une machine et je cherche une anomalie, je cherche quelque chose qui éveille mon attention. Donc ça, c'est très important. C'est un système qui paraît bien savant. Ah, je bouge trop, ouais, je bouge trop, j'ai du mal à rester en place, je ne peux pas me visser sur une chaise. Tant que le son est bon, c'est parfait. Ce principe qui porte un nom bien savant qui s'appelle l'hétérodynage, vous le connaissez tous et vous l'utilisez tous les jours. Le principe est très simple, c'est le principe de la radio. Donc la radio, elle convertit des mégahertz qu'il y a dans l'air, elle capte à l'hyper. Donc voilà, le son étant multidirectionnel, ça rend toute inspection très compliquée parce qu'on a du mal à identifier la source du problème. Et donc c'est pour ça qu'on va opter pour l'ultrason, parce que l'ultrason a cette particularité d'être très directionnel. Si on n'est pas proche du défaut, on ne l'entend pas.
L'ultrason est un signal de faible énergie, donc il ne va pas non plus parcourir des kilomètres avant d'arriver sur votre capteur. Donc on le voit ici dans l'animation, par exemple. Là, je vous parlais tout à l'heure de turbulences dans des vannes défectueuses. Mais ici, on a par exemple une vanne fermée qui est défaillante, qui va générer, comme vous voyez, en sortie de vanne, des turbulences. Quand je pose le capteur avant la vanne, je ne détecte pas de signal. Par contre, si je me mets à hauteur du défaut, je détecte précisément son origine. C'est la même chose pour toutes les applications. Et c'est la force des ultrasons, c'est ce côté directionnel et le fait qu'on puisse trouver précisément l'origine d'un défaut. Alors, la photo de la personne que vous voyez là, c'est Alan Renstra, qui est directeur chez SDT North America. Il a toujours l'habitude de dire ça, « Ultrasound like to stay home ». Les ultrasons, ils aiment bien rester à la maison. Ils n'aiment pas trop voyager, vu qu'ils sont de faible énergie, ils vont pas très loin. Il dit qu'ils sont un petit peu timides, voilà, ils n'aiment pas faire la fête. Et pour vous illustrer ça, c'est difficile de vous illustrer le fait que les ultrasons n'aiment pas faire la fête et préfèrent rester à la maison, mais je peux vous montrer l'inverse. Je peux vous montrer des basses fréquences. Alors ici, j'ai un exemple assez sympa. Certains de vous sont adeptes du tuning, je pense que Karim est adepte du tuning. Et quand vous faites du tuning, que vous mettez des grosses installations, si vous mettez trop de basses, ce sont des signaux de très forte énergie. Et les basses, ça n'aime pas rester à la maison, comme vous allez le voir ici. Voilà, donc les basses, très forte énergie, basse fréquence, sont des vibrations, ça se propage partout. C'est pas comme l'ultrason, c'est pas focalisé, c'est multidirectionnel, c'est compliqué à identifier. C'est pour ça que quand on fait de la vibration un petit peu plus classique, il faut passer par des analyses beaucoup plus poussées pour bien identifier à quelle fréquence de défaut correspond la vibration qu'on mesure. L'ultrason étant très focalisé, je sais que quand je prends une mesure à un endroit, c'est ça que je mesure et c'est pas la résultante d'un phénomène autre sur la machine. Alors en ultrason, on dit toujours qu'on a 8 piliers. Ces 8 piliers, c'est sur quoi repose la technologie, donc c'est 8 applications. Alors on a des applications qui sont liées à la friction, comme le contrôle de roulement. Est-ce que mon roulement est bon ou mauvais? Quand il est mauvais, j'ai de la friction. La lubrification. Quand j'ai un défaut de lubrification, j'ai la friction qui va changer un petit peu. Et donc, ça va générer de l'ultrason. Et alors là, j'ai souvent la question de gens qui me disent, bon, ok, tu me parles de friction, mais tu peux me montrer cette friction. Montre-moi un petit peu qu'est-ce que tu entends par de la friction. Est-ce que c'est plutôt une plume qu'on souffle sur une table et qui génère une friction, ou alors est-ce que c'est plutôt de la friction qu'on trouve sur les freins d'une Formule 1? C'est quoi la friction? Qu'est-ce que tu entends par friction? Et ici, j'ai fait une petite, c'est Covid, il faut bien s'occuper. Donc j'ai fait ici une petite vidéo qui montre généralement cet état de friction. Donc j'ai un capteur ici posé sur mon radiateur, et vous allez voir ici le niveau de friction et la sensibilité de l'appareil. Voilà, ça c'est de la friction ultrasonore. Je vais même prendre une mesure. Voilà, ça c'est une mesure de 5 secondes. J'ai le signal temporel et on voit en fait la friction que j'ai fait avec mon doigt sur le radiateur. Ça c'est de la friction ultrasonore, ça c'est le genre de choses qu'on peut détecter. Donc vous voyez que c'est relativement assez sensible. Deuxième phénomène qui génère des ultrasons, donc les impacts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, les impacts, on peut en trouver où? Dans des applications mécaniques, roulement, engrenage, cavitation de pompe. Et de nouveau, on me dit souvent, tiens, ok, qu'est-ce que tu considères comme un impact ultrasonore? Est-ce que c'est plutôt une ogive nucléaire qui s'écrase quelque part dans le désert? Ou est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas moi, une pomme qui tombe d'un arbre? Ici, j'ai essayé de vous représenter qu'est-ce qu'on considère comme impact en ultrasons. Vous allez voir de nouveau que c'est assez sensible et que ça nous permet du coup de trouver des problèmes de manière assez précoce avant même que cela ne génère une vibration. Une montre, ce qu'il y a de plus simple.
avec des éléments mécaniques qui tournent à l'intérieur. Je le pose sur mon radiateur. Mon capteur capte le signal. Je vais prendre une mesure, 5 secondes. Je regarde mon signal temporel de 5 secondes et je retrouve la fréquence de ma montre. C'est beau, c'est beau. Donc ce type de phénomène, typiquement, là on est vraiment dans de l'acoustique pure et dure, ce type de phénomène ne génère pas de vibration. Donc c'est pour ça que vous allez le voir un petit peu plus tard, on dit souvent que les phénomènes de haute fréquence et que l'ultrason, c'est une technologie plus précoce pour localiser des défaillances en machine tournante que de la vibration. Parce que ça va d'abord générer des hautes fréquences dans le domaine sonore, enfin ultrasonore, avant de générer une vibration physique sur une machine. Là, je peux vous dire que j'aurais pu mettre un accéléromètre classique sur mon radiateur à cette distance, le signal aurait été plutôt plein. Il n'y a aucune vibration sur mon radiateur, juste avec une montre posée dessus. Ou alors mon accéléro, il est vachement balèze. Et je ne le connais pas encore. Avant-dernier pilier, pardon, donc les turbulences. Alors, où est-ce qu'on trouve des turbulences? Dans des fuites d'air comprimé, dans des purgeurs vapeur. Donc, quand on a un système vapeur, on a des purgeurs. Un purgeur, c'est très simple, c'est une vanne automatique qu'on place sur un réseau de vapeur. Et cette vanne automatique va évacuer l'air, le CO2, les condensats, sous forme de cycle. Pchit, pchit, voilà. Vous le faites chez vous aussi, hein, mais de manière manuelle, avec des vannes sur vos radiateurs. Quand il y a de l'air, c'est pas bon. Le réseau, l'eau ne circule pas bien dans les radiateurs. Donc parfois, il faut les purger. Sur la vapeur, c'est la même chose, mais on place des purgeurs vapeur qui doivent recracher l'air, le CO2 et les condensats. Alors, petite parenthèse, on a 3 possibilités avec les purgeurs. Soit ils cyclent bien, ils relâchent l'air, le CO2, les condensats, soit ils sont bloqués ouverts. Et là, ça veut dire que toute la vapeur qu'on produit avec la chaudière est recrachée à l'égout. C'est comme une chasse d'eau qui fuit. Mais la chasse d'eau, c'est pas de l'eau, c'est de la vapeur. Il faut la fabriquer, ça demande beaucoup d'énergie. Soit ils sont bloqués fermés, alors là, ça veut dire que tous ces condensats, l'air et le CO2 restent dans la canalisation. Et là, on peut avoir des phénomènes qu'on appelle des coups de bélier. C'est vraiment des forts impacts dans la canalisation parce que la vapeur essaye de passer coûte que coûte au-dessus de ces condensats et ça vient en fait générer des gros chocs pour l'installation. On peut l'endommager. Les vannes, lorsqu'elles sont défectueuses en position fermée, génèrent à leur tour également beaucoup de turbulences. Alors, de nouveau ici, je vous ai fait une petite illustration visuelle. Qu'est-ce qu'on considère comme des turbulences ultrasonores? Je reste sur mon radiateur, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec un radiateur? On peut faire beaucoup de choses, en tout cas. On peut faire beaucoup de démonstrations ultrasonores. Et voici un petit peu un contrôle de vanne en ultrason. Je vais maintenant prendre une mesure. Et je regarde mon signal temporel. Et qu'est-ce que je vois? Qu'au début, la vanne elle était ouverte. J'ai démarré ma mesure. J'ai ensuite fermé la vanne. Le signal était plat. Elle s'est refermée. Magnifique. Alors, si vous regardez vraiment bien la vidéo, vous verrez que ma vanne, elle n'est pas si bonne que ça parce qu'elle arrive en position fermée sur le cran numéro 1. Donc, ça veut dire qu'elle est un petit peu soit grippée, soit qu'il y a du calcaire et qu'il serait peut-être bien que j'aille la nettoyer. Mais voilà, en gros, c'est le principe. Petite parenthèse aussi, vous remarquez qu'on entend du son à l'arrière-plan, donc n'oubliez pas, c'est vraiment la particularité de ces appareils. On peut entendre des phénomènes qu'on n'entendrait pas dans le domaine audible avec nos oreilles classiques. Et ce son, vous l'entendez ici, parce que j'avais mis une petite enceinte Bluetooth qui, elle, est connectée, vous le voyez, l'icône en haut de l'appareil, directement à l'appareil. C'est ce qui vous permet d'entendre en fait ce phénomène. Donc quand on est sur le terrain, c'est génial, hein, parce qu'on met en fait notre casque d'écoute, ça filtre tous les bruits ambiants et ça nous permet d'entendre les machines qui tournent et d'entendre vraiment des choses qui pourraient attirer notre attention. Dernier pilier, donc c'est, je vais couper le son, c'est les décharges partielles. Des décharges partielles donc sont des fuites de courant qu'on trouve en haute tension, qui peuvent être dramatiques pour une entreprise. Sur un transfo, qui peuvent être dramatiques pour les postes sources, par exemple Enedis, qui distribue l'électricité à travers le pays.
Alors, on a différents types de décharges partielles. On a des effets couronnes, on a du cheminement et des arcs électriques. Ils sont classés dans ordre de gravité. J'aurai d'abord de l'effet couronne, c'est ce qu'on entend dans la vidéo ici. Hein. Alors là, on l'entend de nouveau. Hein. Vous voyez ici, on l'entend dans le domaine audible. La vidéo bouge, mais on ne sait pas dire vraiment d'où vient le son. Hein. Et là, à nouveau, c'est là où l'ultrason prend tout son intérêt. Bah, on met le casque, on prend un capteur et puis on balaye l'installation. Et dès qu'on sera face au défaut, bah, on sait que le défaut il est là et je perds pas mon temps à tout nettoyer inutilement. Donc ça, c'est de l'effet couronne. On l'entend parfois à l'oreille. Vous l'avez certainement déjà entendu sous des lignes à haute tension. Ah merde, j'avais un collègue qui voulait se connecter et je l'ai raté. Tant pis pour lui. Donc ce sont. Pardon? Ah oui, André. Sois le bienvenu, J'ai André. dit que c'est bon. Ah, c'est bon. Il a pu rentrer. Merci, Patrice. Voilà, donc des décharges partielles des effets couronnes, vous l'avez peut-être déjà entendu sous des lignes haute tension. Donc c'est le stade le plus précoce de défaut. C'est une fuite de courant qui fait vibrer l'air à la fréquence du courant. Donc le bourdonnement que vous entendez ici, hein, je vais vous le remettre encore. Bah, ce bourdonnement, en fait, il intervient à une fréquence du courant du 50 Hz. Hein. Et le problème de l'effet couronne, c'est qu'il y a une réaction chimique. En faisant vibrer l'air, ça fait de l'acide nitrique et de l'ozone. Alors l'ozone, ça pue. Si c'est dans un local fermé, ben, souvenez-vous de ça. Hein, si un jour vous êtes en entreprise, vous rentrez dans une sous-station électrique de votre employeur. Si ça sent mauvais, si ça sent les œufs pourris, c'est que ça pue. Il y a des défauts électriques et il vaut mieux faire intervenir quelqu'un pour faire une inspection et prendre ses jambes à son cou. Ça crée également de l'acide nitrique et en fait cet acide nitrique va se poser à la surface des isolants et si on ne les nettoie pas rapidement, ben, ça va commencer à grignoter l'isolant, ce qui va ensuite déboucher sur du cheminement de courant qui est ici. Voilà. Là on a du cheminement de courant et qui à terme va faire un arc électrique. Donc quand il y aura une connexion entre les deux, ça arque. Et quand ça arque, bah, il vaut mieux être très loin à nouveau. Quand on a un arc électrique comme ça, il y a un autre phénomène, c'est des projections métalliques en fusion à 3000 degrés. Et imaginez bien que ces projections métalliques, si elles tombent au mauvais endroit, j'ai un incendie, j'ai un risque de sécurité énorme pour ma santé, surtout, c'est le plus important, mais surtout pour la production. Donc là, c'est pas bon du tout. Alors, je fais une petite pause, ça va me permettre de boire et de lire une question. Pour les prises de mesure, doit-on être obligatoirement en contact avec les pièces ou peut-on mesurer à distance et oui, à quelle distance? Excellente question pour Nicolas. Alors, on a différents types de capteurs. On a des capteurs de contact qu'on vient mettre sur des applications plutôt mécaniques, comme un stéthoscope. On viendrait le mettre au plus proche de l'organe qu'on veut mesurer. Et on a des capteurs aériens. Alors, pour l'électrique, comme on voit ici, on travaille avec des capteurs aériens parce que l'électricité vaut mieux être très loin quand on inspecte. Ces capteurs aériens peuvent aller jusqu'à une distance de 60 mètres, ce qui garantit la sécurité de l'opérateur et ce qui permet de nouveau à distance de prendre la mesure au bon endroit pour localiser avec précision où est-ce que j'ai un desserrage sur mon installation, où est-ce que j'ai un effet couronne, tous ces trucs-là. Donc j'ai les deux, contact ou aérien, ça dépend. Pour faire de la chasse aux fuites, je travaille aussi en aérien, vu que là, l'ultrason généré par les phénomènes de turbulence et de friction de la fuite vont dans l'air. Par contre, quand je veux faire un roulement, ben, l'ultrason, à moins que le défaut soit très gros, l'ultrason va être, si on veut, emprisonné dans le palier de roulement. Donc là, je vais venir plutôt avec un capteur de contact. Alors, je vais maintenant placer, donc là j'ai placé l'ultrason dans un domaine d'application, j'ai placé Aïe, l'ultrason. aïe, aïe. Ah oui, mais je l'ai fait exprès, je voulais voir si tu étais bien réveillé. Tu vois, ça me fait rire parce que j'ai quand même un petit peu préparé le sujet, j'ai relu ça avec mon père qui m'a dit, ouh là là, toi tu vas t'attirer des problèmes. Je lui ai dit, non, 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 on va voir si Karim est en forme. Et je vois que tu es en forme, donc je te remercie d'être là, Karim. Oui, c'est pour savoir si je suis resté devant mon écran ou si je me suis barré, c'est ça? Aussi, ouais. Aussi. C'est bon, j'ai mis un petit indicateur, ça a marché. Merci, Karim. Donc, j'ai Ah, placé. t'as vu toutes les réactions des étudiants? Ah oui, mais je m'y attendais, ça. Hein. Ah, ils sont habitués. Hein. Ils sont habitués.
Donc, ouais, pour ceux qui assistent et qui ne comprennent pas de quoi on cause, bah, c'est parce qu'il est écrit prédictive. Donc, prédictive, ça vient de l'anglais. C'est un terme qu'on n'utilise pas dans le jargon français, dans notre langue. On utilise le terme prévisionnel. Prédictive peut être rattaché à de la prédiction. On fait de la mesure, on ne fait pas de la prédiction. Voilà, c'est pas une boule de cristal, c'est pas Madame Irma. Donc on fait du prévisionnel. On essaye de prévoir les pannes, pas de les prédire. Donc l'ultrason placé d'un point de vue fréquentiel, ça vous l'avez pigé, infrason, son audible, ultrason. D'un point de vue application, 4 phénomènes ultrasonores, 8 piliers, 8 applications différentes. Maintenant, je vais le placer dans un domaine technologique. Donc, pour faire de la maintenance prévisionnelle, il existe différentes technologies disponibles. Alors, vous avez déjà certainement vu cette courbe, hein, rien de nouveau, qui s'appelle la DIPF curve ou la PF curve, plan to failure ou design, installation, et puis potential et puis failure. Ben, dans cette courbe, vous allez voir que l'ultrason, ben, il est placé en pole position. Alors nous, ça nous arrange bien parce que ça fait une bonne presse, mais c'est pas du lobbying. Il y a une réalité là derrière. Pourquoi l'ultrason est-il placé entre le I et le P, à savoir donc design entre D et I, on va dessiner une machine et on va faire ensemble de la dessiner de la meilleure manière possible pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Une fois que ce sera fait, on va la produire, cette machine, et puis on va l'installer. Donc là, on est entre I et P. Alors, quand on installe une machine, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va s'assurer qu'il y ait le moins de contraintes possible sur cette machine. Et pour faire ça, bon, on fait de l'alignement laser, on va éliminer les balourds, etc. Et puis, on va arriver proche du P, et là, l'ultrason va venir. Alors, qu'est-ce qu'on qualifie comme niveau de défaillance précoce en ultrason? Rappelez-vous, friction. Chez SDT, on part du principe que quand on a un problème de lubrification, donc une réduction du film de graisse sur un roulement, on rentre dans un stade précoce de défaillance. Et que ça serait bon d'intervenir et d'aller rajouter de la graisse. Si on ne traite pas ce problème lié à la lubrification, bon, on va se rapprocher de P et on va même le passer. Ça veut dire que le roulement, on n'aura plus une action corrective. Le roulement va commencer à être endommagé, on ne pourra plus rien faire. Par contre, quand on est avant, on est dans du proactif. Hein. Bah, quand je viens regresser mon roulement de manière rationnelle et à temps, ben, je vais en fait éviter qu'il tombe dans une phase de défaillance. Mais si je ne fais rien, ben, je vais passer le P et là, je vais commencer à endommager mon roulement. Le roulement va être marqué. J'aurais beau le graisser, bah, il est marqué, il est usé, il est fatigué, donc à un moment, il va casser. Et là, on va parcourir la courbe. Bon, on va voir que si on ne traite toujours pas le problème, à un moment, on va avoir une vibration physique qui va commencer à s'opérer sur la machine. Donc là, je peux faire de la vibration classique. Si je ne traite toujours pas cette vibration, ben à un moment, j'aurai du son audible. Et là, vous avez souvent des mécanos qui vont dire ligne 2, je suis passé devant, c'est pas le même son qu'hier. Bah oui, le gars, il est balèze, il a des oreilles entraînées. Toute l'année, il est le long de ses lignes de production. Et un jour, bah, il passe à côté d'une ligne et il entend que c'est pas le même bruit que d'habitude. Alors, c'est pas mal comme maintenance prévisionnelle, mais attention, le son audible, on est proche de F. Donc, ça veut dire que le temps de réaction avant la casse devient de plus en plus court. Ensuite, on a heat, chaleur, caméra thermique. Et donc là, vous comprenez, si on veut faire de la maintenance prévisionnelle, qu'on développe une stratégie de grâce sur de la machine tournante, éviter d'utiliser la chaleur, surtout pour le graissage. Si une machine chauffe, c'est qu'il y a un défaut qui est dessus depuis longtemps, qu'on n'a pas traité, et on est très 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 proche de F. Donc F, failure, la casse. Donc une stratégie de maintenance prévisionnelle sur de la machine tournante en température, si on n'a pas d'autre choix, bah, c'est toujours mieux que rien. Mais si on peut choisir autre chose, même du son audible, de la vibration, de l'ultrason, c'est encore mieux. Ça nous permettra de travailler dans des conditions décentes. Qu'est-ce que j'appelle des conditions décentes? C'est avec un stress minimum. Quand on bosse au service maintenance, ben, ça peut être stressant si on fait du curatif. Si toutes les machines cassent en même temps, ben, on a du boulot jusque par-dessus la tête, on ne voit plus, on a le nez dans le guidon, ce n'est pas des conditions de travail agréables. Donc c'est pour ça qu'on fait du prévisionnel, pour pouvoir mieux organiser son travail, pour pouvoir également acheter des pièces à l'avance, être sûr qu'on les a dans le stock, et surtout programmer l'intervention de manière chirurgicale. Je sais précisément l'organe que je dois changer sur ma machine.
Je ne vais pas commencer à changer ma pompe en entier parce qu'elle chauffe. Non, je vais changer les roulements de ma pompe parce que j'ai fait des mesures au préalable et je sais que c'est le roulement, par exemple, côté accouplement qui est foutu. Donc, ça me permet d'avoir des opérations de maintenance à plus faible coût, moins stressantes. C'est ça l'enjeu. Voilà ce qui nous amène maintenant à la lubrification. Alors, la lubrification, vous allez voir, c'est un sujet très très chaud au niveau maintenance. Et vous allez voir qu'il y a des statistiques qui sont attachées à ça, qui font que c'est un sujet chaud. Et ces statistiques, elles ne sont pas très 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 bonnes du tout. Alors, ces statistiques, ce n'est pas moi qui les ai pondues. Je m'en remets aux fabricants de roulement, que ce soit FAG, Timken, SKF, tous les autres. Bon, ils vous diront tous la même chose si vous assistez à leur webinaire. À savoir que 50% des roulements sont remplacés prématurément dû à un problème de lubrification. Alors, je vais même aller un tout petit peu plus loin là-dedans. Donc, dans ces 50%, j'ai ici une présentation de SKF à laquelle j'avais assisté par le passé. Et il nous dit que dans ces 50%, 36% des roulements sont défectueux et n'atteignent pas leur durée de vie initiale à cause d'un problème de lubrification, surgraissage, sous-graissage, et 14% dû à un problème de contamination de la graisse, donc des impuretés dans la graisse. Donc ça, c'est quand on éclate ces 50%. Donc ce n'est pas des très 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 bonnes statistiques. Alors si on va un petit peu plus loin, ils vous disent aussi que 60% des casse-machines sont dus de nouveau à ces problèmes de lubrification. Finalement, quand on prend la vue hélicoptère, quand on regarde le problème vu de haut, voilà, on découvre que finalement 10% seulement des roulements atteignent leur durée de vie initiale. Est-ce que ce sont des bonnes statistiques, ça? Non. Alors ça me fait rire aussi, parce qu'on a tous une stratégie de maintenance conditionnelle où on fait du suivi de paramètres de machine en vibration, en ultrasons, en température, etc. Et on suit des courbes de tendance pour voir l'évolution d'un phénomène. Mais si on reprend cette vue hélicoptère et ces statistiques et qu'on fait une AMDEC ou une RCA en anglais, Root Cause Analysis, et qu'on sait que la plupart du temps c'est dû à un problème de lubrification, finalement quand on fait du suivi de machine et de la collecte de mesures, c'est juste pour observer les dégâts que font le graisseur et la lubrification sur les machines. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas, parce qu'on fait que des photos d'un problème connu sans le traiter à la racine. Donc, si on prend le problème vraiment propre à ces défaillances qui sont la lubrification, qu'on solutionne les problèmes de lubrification, à la limite tout ce qui est condition monitoring, suivi de machine, etc., analyse, on en fera beaucoup moins, ou de manière plus rationnelle. Et on pourra enfin avoir des actions qui ont de réelles répercussions. Pas oublier que quand on fait, c'est très bien de faire de l'analyse, faire des prises de mesure, etc. Mais quand on fait ça, on n'a aucune emprise sur la machine. On prend juste une photo à un instant T. C'est tout ce qu'on fait. Par contre, quand on graisse, là, on a une réelle action. Là, on peut réellement venir changer l'état de la machine, changer son état de friction, etc. Donc la lubrification, c'est la base de tout. C'est de là que tout part. Par analogie, je prends souvent l'exemple du gars, on met un capteur sur son cœur et on regarde un peu ses battements de cœur et on se dit, tiens, on va voir s'il est en bonne santé ou pas. Mais dans son sang, on lui injecte, excusez-moi l'expression, des saloperies, n'importe quoi. À quoi ça sert de surveiller son cœur si à la base, on lui met déjà un mauvais sang ou des impuretés dans son sang? Mais ça ne sert à rien, on ne voit pas grand-chose. Donc, traiter le problème à la racine, ça va vous permettre de le solutionner sur une plus longue durée de temps. Alors, le contexte, mythe et mauvaise pratique. Bon, ça fait 45 ans qu'on graisse des roulements, ça fait 45 ans qu'on est dans la maintenance. On commence à les connaître, les loustiques. Et j'ai fait ici une petite compilation de mes phrases préférées qui ne vous seront certainement pas étrangères. Si vous êtes déjà en entreprise, vous l'aurez déjà certainement entendu. Voilà. Culture. Alors, ma préférée. Si vous voulez, un peu plus tard, je vous le ferai avec l'accent belge. Nous n'avons pas de plan de graissage. C'est bien trop compliqué à organiser. Nous préférons refroidir nos roulements et machines stratégiques avec de l'air comprimé. Ah ouais.
Très intéressant. Très, très, très intéressant. Ou comment travailler sur les conséquences d'un problème sans le traiter à la source. D'autant plus que ici, si ce monsieur avait déjà observé une augmentation de la température, ça veut dire qu'il était déjà proche de la défaillance, donc refroidir. De un, c'est ridicule, parce que ça sert à rien, on ne solutionne pas du tout le problème, et en plus, on gaspille de l'air comprimé. Je ne vous dis pas le coût de cette fuite d'air comprimé. Si mes souvenirs sont bons, parce que ce n'est pas mon exemple, on était proche des 4 000 € de perte à l'année juste en air comprimé. Plutôt même, dans ce cas-là, il vaut même mieux encore arrêter la machine, changer les roulements et éviter de faire ce genre de choses. Ah, ça c'est une des réflexions que j'ai déjà eues, que je trouve sympathique, intéressante, pourquoi pas. En voilà une autre. Ah, il y a souvent les graisseurs qui sont là depuis des années, qui savent comment il faut faire. Et parfois j'ai ça. Moi je suis graisseur, et je sais que quand je dois graisser un roulement, si la graisse ne sort pas du palier, c'est que je n'en ai pas mis assez. Alors ça c'est ma préférée. Et alors après, du coup, on trouve des trucs comme ceci. Voilà. Alors là, je peux vous dire, une chose est sûre, le mec, il l'a graissé. Ça, c'est clair et net. Je ne sais pas vous dire quand, je ne sais pas vous dire quelle quantité il a mis. Il en a mis beaucoup, ça c'est sûr et certain, mais il est passé. Et ouais, ça c'est dramatique. Hein. Les gens qui vous disent, moi, quand je graisse, si ça ne sort pas du palier, c'est qu'il n'y en a pas assez. Vous êtes sûr de bousiller les étanchéités de votre palier, du roulement. Alors, le problème du surgraissage, c'est qu'on va venir finalement mettre une contrainte sur le roulement. Hein. On vient augmenter la pression interne, hein, il est tellement bourré de graisse. Et du coup, c'est l'effet inverse, on augmente la friction, donc il a du mal à tourner. Et puis même à terme, si vous mettez un capteur de température, il y a toujours un effet retard hein, quand on fait du suivi de température. Quelques minutes, quelques heures plus tard, vous verrez même que la température de ce roulement augmente. Voilà, donc ça, c'est des mythes liés à la culture. Les gens ne comprennent pas toujours l'enjeu de la lubrification. Et ça pue. Ça pue grave. Ah, une autre que j'adore, qu'on m'avait une fois dit. Tu penses quand même pas qu'un petit grain de sable va venir endommager mon roulement? Ah ouais? Ah bon? Et ici, je vais. Ah ben tiens, on va voir si vous êtes toujours connecté, si vous êtes toujours réactif dans la fenêtre de chat. Donc, vous voyez ici, c'est une coupe d'un palier. Si je ne me trompe pas, donc c'est une coupe verticale de mon palier. Donc, ce que vous voyez en gris foncé, donc c'est la bille de mon roulement. Et donc, vous voyez qu'au-dessus et en dessous, j'ai un film de graisse. Et on va voir si vous êtes toujours réveillé ou s'il ne faut pas aller chercher un petit café. Pouvez-vous me dire quelle est l'épaisseur de ce film de graisse? Donc, quand j'ai une lubrification optimale sur un roulement, quelle est l'épaisseur de graisse que je suis en droit d'attendre entre les éléments roulants, donc les billes, la bague intérieure et la bague extérieure? Karim, je pense qu'ils sont tous partis, tes étudiants. Là. Ils sont connectés, mais ils jouent à FIFA, je pense. Ah, ça y est, j'ai quelques réponses. Simon, 1 mm. Esteban, 0,2 mm. Jialing, je pense que c'est Pascal, si je ne me trompe pas, de l'ordre du micron. Charles, toi, tu peux pas jouer parce que c'est à toi que j'ai posé la question pour être sûr des chiffres. Et je vois que tu essaies de me poser une colle en me demandant si c'est central ou limite. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Pascaline dit un voile. Alors, la vraie réponse, c'est une moyenne évidemment. Lorsqu'on a une lubrification optimale, on est en droit d'attendre. Hop. Est-ce que je suis toujours sur ma présentation ici? Plus ou moins 5 microns, donc c'est très petit. 5 microns, c'est vraiment très 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 petit. Alors pour vous donner une idée, donc on parlait ici de ce monsieur, hein, tu penses quand même pas qu'un grain de sable va endommager mon roulement. Un grain de sable qui est visible à l'œil nu, donc si on a des yeux vraiment balèzes, on peut voir un grain de sable de l'ordre du 50 microns. Ça, c'est des choses qu'on peut voir à l'œil nu. Alors, les plus balèzes entre nous peuvent descendre à 20 microns, mais là, il faut vraiment avoir une très très bonne vue. Mais on va dire que c'est en moyenne 50 microns, donc c'est 10 fois plus gros que l'épaisseur du film de graisse qui est supposé y avoir entre les éléments roulants, bague intérieure, bague extérieure. Donc, quand
on me dit ça, ça me fait quand même méchamment sourire, hein. Vous imaginez les dégâts que ça fait dans votre roulement? Un simple grain de sable? Et donc, bien souvent, j'ai des graisseurs, même déportés. J'ai un tas de saletés qui viennent se coller dessus. Donc, il faut faire hyper gaffe avec ça. Parce qu'en mettant la pompe à graisse dessus, si on ne nettoie pas au préalable, on envoie tout dans le roulement et finalement, on explose sa durée de vie initiale, quoi. On l'éclate, carrément. Ça, c'est un exemple récent, début d'année, chez un de mes clients, dans une carrière. On voit ici, ouais, il fait bien son boulot, il graisse. On voit qu'il y a. Bon, ici, c'est pas un grain de sable, hein, il y en a quand même beaucoup. Et ici, je vais vous poser une petite question. Tiens. Vous pensez qu'il fait quoi, le graisseur? Alors, petit indice, il a un lube expert. Donc, il a déjà compris que le graissage, c'est important, etc. Donc, il a un lube expert. Je pars avec lui pour l'accompagner, hein. Je prenais de ses nouvelles, je passais dire bonjour. Et du coup, j'ai fait une petite tournée de graissage avec lui. Je le vois trimballer sa pompe à graisse dans tous les coins. Donc forcément, l'embout de la pompe à graisse collecte tous les grains de sable qu'il y a dans la carrière. On arrive sur le point de graissage, il y a plein de grains de sable. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il est équipé de son lube expert. Qu'est-ce qu'il fait avant de graisser? On va voir de nouveau si la fenêtre de Jack fonctionne. Il faut bien nettoyer, me dit Simon. D'autres, oui, il faut bien nettoyer. Il nettoie, il nettoie. Tout le monde me dit il nettoie. Et attention, eh ben non, il nettoie pas. Parce qu'il n'avait pas bien compris qu'un grain de sable, ça pouvait endommager. Et donc, sans nettoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il graisse, il envoie tous les grains de sable dans le roulement. Du coup, le Lube Expert va détecter tous ces impacts, hein, parce que ça va créer des micro-impacts à chaque rotation du roulement. Et le Lube Expert va lui sortir un statut suspicion de roulement défectueux. Donc là, ici, j'étais quand même content d'aller le voir parce que visiblement, il n'était pas très sensible à l'importance de graisser dans des manières optimales, à savoir avec un minimum de contamination. Dorénavant, ça tient un tout petit peu plus longtemps. La preuve en image, vous voyez ici, parce que oui, je ne vous pose pas des questions à la con, hein. Si on est bien observateur normalement sur les images, d'ailleurs, un petit conseil, observez toutes les images que je vous passe parce que parfois je les réutilise et il y a des petites subtilités. Ici, on voit bien qu'il a claqué sur son embout de graissage sans nettoyer et il a injecté la totalité du contenu dans le roulement. Alors, vous dites, bon, et qu'est-ce que ça peut faire en fait? Ça fait ça, hein. Voilà, la contamination de roulement, ça fait ça. Bon, ici, c'est une petite analogie avec une bagnole, hein. Une bagnole que j'aime pas mal d'ailleurs, une petite Koenigsegg. Je ne veux pas vous fâcher, je sais que vous êtes du côté de l'Alsace, près de Molsheim, et que vous êtes des pro Bugatti. C'est aussi une très très bonne bagnole. Eh bien, un roulement, c'est la même chose. Quand je le contamine, il y a des impuretés dedans. Donc, quand les éléments roulants doivent tourner de manière optimale, avec un minimum de friction et de choc, ça fait des chocs. Sauf que ici, cette bagnole, elle a de la chance, hein, parce qu'elle a des amortisseurs pour encaisser le coup. Et puis, elle n'est pas prise en étau non plus. Un roulement, il n'a pas d'amortisseur et il est pris en étau entre la bague intérieure, bague extérieure. Donc, ce grain de sable qui va tourner en boucle, en plus, hein, comme la vidéo ici, hein, vu qu'un roulement, il tourne en rond et il repasse toujours au même endroit, ça va avoir des effets dévastateurs. Et votre machine, vous diminuez drastiquement sa durée de vie initiale. Alors, si je reprends cet exemple, hein, comme ça, vous savez, je vous donne quand même quelques chiffres, hein. L'exemple un peu plus haut ici dans la carrière, hop, celui-là. Donc on était en train de graisser un roulement 23228-CC-W33 avec une dimension de 25 cm par 14 par 9, on va dire. Ce roulement-là, c'était un roulement de ventilo, donc qui coûte, je vais me rapprocher, 2300 €. Alors, il y a une action spéciale, je ne veux pas faire du placement de produit, mais sur ce site, il est en promo. Donc, si vous voulez vous acheter un beau roulement, n'hésitez pas. Donc, vous voyez que le grain de sable, je parle souvent de l'effet papillon, peut avoir quand même des conséquences à grande échelle quand on prend cette vue hélicoptère, catastrophique, hein. 2500 balles parce qu'on n'a pas bien nettoyé un embout de graissage, ça fait mal quand même, hein. Ça fait très, 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 très mal. Le roulement coûte plus cher que la bagnole. Ouais, quasiment, ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas ce type de roulement que tu retrouveras sur une Koenigsegg, non. Ça, c'est du gros bébé, hein. C'est du balèze.
Allez, encore une petite citation. Nous avons un plan de graissage que nous avons établi sur base des préconisations constructeurs reprises sur la machine. Et alors ici, on a un exemple de préconisation au constructeur qui vous dit, donc, toutes les 3000, excusez-moi, il y a une ligne de déco qui passe juste dessus, mais je vais vous le lire. Toutes les 3068 heures, je dois venir, donc en tant que technicien agresseur, avec 32,7. J'ai bien dit 32,7, pas 0,8. On reste concentré, grammes de graisse pour relubrifier ce roulement. Ok, donc je prends mon iPhone, je vais me mettre un minuteur, 3068 heures, je vais lui donner un nom à ce minuteur, je vais dire 63,18, donc il ne faut pas que j'oublie d'y aller sur ce moteur. Et 32 grammes de graisse, ouais, ça va être un peu compliqué, c'est pas grave. Je vais prendre une balance, je prends ma pompe à graisse, merde, j'ai une cartouche pleine dedans, comment je vais pouvoir voir ce que c'est 32,7? Je vais peser, je vais convertir ça en coup de pompe à graisse, ouais, et j'espère que j'arriverai à temps. Et puis finalement, je me rends compte que ces préconisations constructeurs sont pour un moteur qui tourne H24 et pas de bol pour moi. Mon moteur, il tourne que 12 heures par jour. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est soit je double la quantité de graisse, je coupe en deux la quantité de graisse, ou alors je double le nombre d'heures où je vais graisser. Enfin, je sais pas trop. Donc, je vais revoir ma minuterie. Bref, vous avez compris, hein, les gars. Faire du graissage comme ça, ou du graissage périodique, c'est un peu du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et si on veut être tout à fait précis, hein, la qualité de graisse change aussi avec les conditions environnementales. Donc si ce moteur est en plein soleil, en plein cagnard, bah, il va demander plus de graisse. Par contre, s'il est dans une salle frigorifiée, bah, il va peut-être en demander un petit peu moins. Donc ça, c'est très dangereux. Si vous voulez bousiller vos machines, c'est la meilleure approche que vous puissiez faire. Fiez-vous aux préconisations constructeurs. C'est la meilleure chose à faire pour tout éclater. Un petit exemple. Et ma question là. Et la pompe, elle en pense quoi? Ah ben j'arrive, je prends mon capteur et mon SDT, je le pose sur la pompe et je vais d'abord écouter ce qu'elle me dit. Et voilà ce qu'elle me dit. La petite du fond là. Ça vous fait pas penser à un truc ça? Moi ça me fait penser à une autoroute belge. Vous savez, ces autoroutes belges illuminées pour qu'on puisse voir les trous. Ah ben c'est ça, hein. Là je me prends mon roulement, il est pas content, hein. Il est pas content du tout, hein. Il y a et de la friction et du choc. Et pourtant, ben, j'ai suivi les préconisations constructeurs. Et du coup, ben, je fais une petite mesure, parce que je me dis, wow, j'ai un doute là, l'écoute, c'est pas Jojo. Donc je prends une mesure et qu'est-ce que je vois? Bah ouais, effectivement, j'ai des chocs. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, ça tourne toujours, mais je vais quand même, planifier une maintenance, hein, quelconque dessus. Je vais peut-être commencer à ouvrir une fenêtre parce que je commence à avoir méchamment chaud ici. Je vais peut-être commencer par une inspection visuelle, tiens. Je vais arrêter la pompe, j'en ai deux, ça tombe bien, donc je vais arrêter celle-là et faire une inspection visuelle et regarder ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'on a recommandé aux personnes et ils ont bien voulu nous envoyer des photos après. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Le graissage a été effectué. Alors, est-ce que les préconisations de graissage étaient bonnes? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question, tant elle me paraît évidente. Voilà, donc ça, c'est pas Jojo. C'est pas Jojo du tout. Graissé, certes, il a été graissé dans des bonnes conditions. Non, pas dans des bonnes conditions. D'ailleurs, observez parfois ces moteurs électriques sur le dessous du moteur. Il y a des moteurs, moi j'ai déjà vu, c'est un truc de fou, hein, des moteurs électriques qui sont tellement graissés que vous voyez que ça sointe par en dessous du moteur. L'étanchéité du moteur n'est plus suffisante que pour garder la graisse à l'intérieur et ça commence à s'évacuer par là. Très mauvais indicateur. Très très mauvais indicateur. Ce qui nous amène sur la citation suivante. Nous avons un plan de graissage. Moi, je suis graisseur. Je sais bien que 10 grammes, c'est 10 coups de pompe à graisse. Mais je sais aussi que 12 grammes, c'est encore mieux. Ah, ah bon? Pourtant, le fiabiliste te disait que c'était 10, mais toi, tu dis que c'est 12. Oui, parce que je le sais. Hein? Ok. Et pourquoi c'est mieux? Ouais, mais en fait, c'est mieux parce que, tu sais, comme je graisse le lundi, bah, si je mets deux coups de pompe à graisse, c'est-à-dire que je dois le faire plus qu'un lundi sur deux, et donc du coup, bah, ça me laisse un peu plus de temps. Voilà. Ouais, ouais.
Ok, j'ai compris. Voilà. Même chose, hein. Quand on surgraisse, à un moment, à la longue, l'effet papillon, hein. Un petit peu plus de graisse par-ci, un petit peu plus de graisse par-là, et on éclate tout. Et encore un moteur qui est éclaté parce que la graisse doit s'évacuer quelque part et elle tombe dans le stator du moteur. Ici, on voit que la graisse est bien noire en plus, ce qui est un autre indicateur visuel pas très reluisant. Donc ici, le job, il a été fait, certes. Est-ce qu'il était bien fait? Non, il n'a pas été bien fait du tout. Ah! Encore un. Ouais, je vous laisse deviner celui-là. Est-ce qu'il a été graissé visuellement? Est-ce qu'il a été graissé visuellement? Je dirais que oui. Allez, je vais un peu vous mimer, on va faire un petit jeu de rôle. Je vais vous refaire le dialogue ici. Moi, j'en mets toujours un petit peu plus que ce qu'on me dit de mettre. Ah bon? Pourquoi? Parce que je le sens. Il en a besoin. Ah ouais, ok. Alors ça, c'est un concept très utilisé. Vous savez qu'on aime bien les acronymes, hein, utiliser des petites lettres pour symboliser des concepts. C'est le concept de LFS, Lubrication Filling Strategy. Ça, c'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils graissent des roulements parce qu'ils le sentent. Aujourd'hui, hein, je vais tout graisser. Je vais en foutre partout parce que je le sens. J'ai un peu de temps, les machines tournent, j'ai pas trop de maintenance curative. Je vais me démerder, je vais prendre une petite heure et je vais en foutre partout. Lubrication Filling Strategy. Ça, c'est aussi une bonne manière d'éclater vos machines. Et il y en a beaucoup. Posez la question chez vous. Je ne serais pas surpris que vos gars vous disent, posez-leur la question. Hein. Tiens, est-ce qu'il y a un plan de graissage ici? Est-ce que de la collecte de vibrations, etc., ils vous diront tous, ouais, on a un prestataire, on fait du suivi de machine, on le fait nous-mêmes, etc. Quand vous dites, vous avez un plan de lubrification, ça devient un peu plus compliqué à avoir l'info. Puis ils vont vous sortir un vieux fichier Excel qu'un gars a pondu il y a 20 ans, qui a quitté la société quelques mois plus tard, et tout le monde fait ce qu'il était mis dedans sans vraiment savoir pourquoi. Vous allez voir que c'est vite le bordel. Et là, on est vraiment dans du lubrication filling strategy. Ah, graissage périodique toujours. Nous avons mis fin aux tournées de graissage car elles prenaient trop de temps. Désormais, nous avons équipé nos machines de graisseurs automatiques. Et là, vous vous dites, il a quand même pas beaucoup de photos celui-là. Hein. Il va sur le terrain, mais il fait pas souvent des photos. On l'a déjà vu celle-là. Ah, mais aviez-vous vu qu'il y avait un petit graisseur automatique dessus? Et que la pompe qui parlait tout à l'heure, à savoir celle-là, qui n'était pas contente, eh bien, si elle n'était pas contente, c'est parce qu'ils avaient ajusté les graisseurs automatiques sur base des préconisations constructeurs, de nouveau dans un cadre de graissage périodique. Et voilà, j'ai éclaté ma machine. C'est beau ça, c'est beau. Ça, c'est Ken Mitchell. Ken Mitchell, c'est mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il dort, parce qu'il est basé au Canada. Il est aussi directeur commercial chez SDT. Et il explique les choses très bien, de manière très simple, hein, sur le graissage, en faisant une petite analogie au corps humain. Je ne bois pas un verre d'eau toutes les 2 heures parce que la science me le recommande. Je bois un ou plusieurs verres d'eau quand j'ai soif et quand mon corps me le demande. Et c'est très vrai. Vous savez, on ne peut pas faire des moyennes. En faisant des moyennes surtout, on devient un moyen en tout aussi. On parlait de Netflix là au tout début. En ce moment, en confinement, on passe beaucoup de temps dans le canapé, on regarde Netflix, on ne boit pas beaucoup, forcément, on ne transpire pas beaucoup, on ne se dépense pas beaucoup. Par contre, quand on va faire du VTT, on va boire un petit peu plus. Et on va boire un petit peu plus sur une durée de temps qui n'est pas la même. Pourquoi on ferait différemment avec une machine? Pourquoi est-ce qu'on ferait des moyennes pour une machine? Simplement pour notre confort personnel quand on sait que ça leur fait du mal. Les machines, elles ont des conditions de fonctionnement différentes. Des fois, tantôt elles tournent beaucoup, tantôt elles tournent moins. Peut-être que la charge va changer sur la machine, peut-être que la vitesse va changer, etc. Et donc on ne peut pas faire des moyennes surtout. On peut pas, c'est pas possible, c'est impossible. Ce qui m'en amène à cette question. Maintenant que je vous ai un peu dressé le contexte, vous avez un peu mieux pigé. Tiens, bon, ok, j'ai pigé. Ça pue, c'est pas très bien toutes ces statistiques.
Question ouverte. Montrez-moi que le chat fonctionne. Je vous pose cette question. Dites-moi l'importance du plan de graissage dans une stratégie de maintenance. Répondez-moi à ça, comme ça, je peux boire un coup. Alors, on a Nicolas qui nous dit que c'est capital. Simon qui lance son joker. Bon, ben Simon, tu vas revenir en rattrapage. Alors, Alexis qui me dit bon graissage, moins de maintenance curative. Excellent ça, excellent. Comme le sang dans le corps humain, il faut qu'il soit sain, il faut qu'il soit propre. C'est exactement ça, sinon on ne court pas très longtemps. Donc, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur l'importance du plan de graissage dans une stratégie de maintenance, qui est en fait le nerf de la guerre. C'est de là que tout part. C'est vraiment de là que tout part. Donc, il est énorme, l'importance. Et de nos jours, est-ce qu'on considère ça? Non, pas du tout. Si vous demandez dans n'importe quelle entreprise, montre-moi le plan de graissage, vous aurez cet horrible fichier Excel, et puis ils vont vous dire, il est où le graisseur? Et ils vont vous sortir un gars qui est proche de la retraite, qui n'est pas très valorisé, qui est souvent moqué, et qui va vous expliquer un peu sa stratégie. Et en fait, vous allez très vite comprendre qu'il n'y a rien là derrière. Donc l'importance du plan de graissage est capitale. Sans ça, vous cassez vos machines. Et pourtant, petite question. Qui parmi vous voudrait ici devenir plus tard footballeur professionnel? Bon, comme je ne vous ai pas en face et que les webcams sont coupées, ouais, j'ai un peu mimé les réactions que j'ai d'habitude. Hein. Je pose cette question et là, tout le monde lève les mains. Ouais, footballeur professionnel, Ronaldo, boum. Tout le monde est chaud, hein. Tout le monde est très chaud pour être footballeur professionnel. Après, je leur pose une autre question. Qui veut être technicien agresseur plus tard? Et là, c'est le résultat de ma recherche. Oh, j'ai cherché sur Internet, hein. J'ai posé la question à Google. Google nous surveille, Google est partout. Qui veut être technicien agresseur professionnel? J'ai trouvé ce gars-là. Fantastique. Voilà. Un mec qui va trouver du boulot jusqu'à la fin de sa vie. Un mec qui a compris que le graissage, c'est le nerf de la guerre. D'un plan de maintenance, un gars qui va prendre les choses à bras le corps, un gars qui va implémenter du graissage sous forme d'une stratégie, il va bien faire les choses, et il va garantir son emploi, vu que personne ne veut le faire et que tout le monde fait n'importe quoi. Donc il va se rendre indispensable pour sa société. Malheureusement, ils sont rares. Et pourquoi? Parce que la culture fait qu'on a une mauvaise vision de la chose. Hein, le graisseur, le graisseur, ouais, c'est un peu crade, non? Il y a de la graisse partout. Ouais, il doit graisser des machines. Ah non, c'est pas ça, le graisseur. Le graisseur, c'est le plus beau métier du monde. J'ai une troisième question qui est, celle-là, elle est toujours en suspens. Je suis toujours en train de chercher. Qui aimerait ou qui rêverait que son fils devienne technicien agresseur plus tard? Bon, là, vous voyez le résultat de ma recherche. Donc, je l'ai commencé il y a plusieurs semaines. C'est toujours en train de chercher. Je n'ai pas encore trouvé de réponse. Personne. Hein, quand je dis, quand je pose cette question, généralement, toi, ton fils, tu voudrais qu'il fasse quoi? Ah, le mien, il sera médecin. Le mien, il sera avocat. Ouais, il va être ingénieur. Waouh. Eh ben, sois médecin, deviens agresseur et lubrifie correctement tes machines et tu sauveras l'industrie. Voilà, bon, vous avez compris où je veux en venir. Hein. Le plus gros facteur de défaillance aujourd'hui, c'est pas spécialement le graissage. Le graissage, c'est la solution. Le problème, c'est la culture. C'est ce que les gens en font. C'est l'image qu'on se fait du graissage. Changez-la, changez l'industrie, rendez-vous indispensable, sauvez les machines. Ah, j'adore cette publicité. Ah, pour ceux qui sont pas très à l'aise avec l'anglais, overgreasing kills bearings. Oui, donc le surgraissage tue les roulements. Il y a une campagne de pub qu'on a faite. Hein, si vous voulez des autocollants, vous me les demandez. Si je suis de bonne humeur, je vous en enverrai peut-être. J'ajouterais même ceci, hein, que Alan Renstra nous dit souvent, hein, les pompes à graisse ne tuent pas les roulements, ce sont les gens qui tuent les roulements avec la pompe à graisse. Effectivement. Et là où j'en reviens à SDT Training et tout ça, hein, bon, il y a un tas d'outils qui existent pour s'améliorer, mais encore faut-il bien savoir les utiliser, bien comprendre le contexte pour en tirer la sainte substance et vraiment avoir des bons résultats. Autre petit conseil que je puisse vous donner, que je dis déjà depuis le début, n'hésitez pas à prendre de la hauteur. Ne pensez pas à votre petite action qu'on vous demande. Hein, quand on vous dit va graisser un roulement, oui, mais posez-vous la question, pourquoi je vais graisser le roulement? Quelle va être l'importance de ce graissage dans une stratégie complète? Donc, passez de la vision supérieure, là,
mon problème est résolu, à la vision latérale où je vois tout l'iceberg. Là, je rentre vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Je comprends ce que ce petit grain de sable peut faire comme dégâts, comme effet papillon sur mon installation. Donc, mon action de graissage, ce n'est pas juste graisser un roulement, c'est garantir la fiabilité de l'outil, c'est garantir sa disponibilité sur du long terme. Et pour ce faire, il faut un peu de technologie et il faut un peu de culture. Et là, vous êtes les rois du pétrole. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Bon, ça fait beaucoup de problèmes tout ça. Ouais, gentil le Belge. Karim, c'est quoi ce Belge que tu nous as foutu? Il nous amène que des emmerdes. Non, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a dit ça, mais je suis sûr que quelqu'un le pense. Alors, on va maintenant arriver avec des solutions. Allez, petit retour en arrière. Qu'est-ce qui crée des ultrasons? De la friction. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on graisse un roulement? À influer sur la friction, de préférence la diminuer. Quand je graisse un roulement, je m'attends à diminuer son niveau de friction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on graisse, on va prendre un capteur ultrasonore, on le fout sur le palier, on va regarder la friction avant, pendant et après le graissage. Et on va savoir si ce qu'on fait est bien ou pas bien. Et on peut avoir 4 cas de figure théoriques. En voilà un. Je vous le fais écouter. Attention les oreilles. Donc, on entend en fait, donc de nouveau, on peut l'écouter dans le casque d'écoute parce que le signal est traité. On ramène l'ultrason inaudible à l'oreille en fréquence audible. Et ici, on peut même le visualiser dans un signal qu'on appelle temporel, qui est une prise de mesure de 12 secondes. Qu'est-ce qu'on voit sur ce signal temporel? Ça me donne plusieurs informations. La première, très intéressante, parce qu'il y a encore des gens qui me disent ça. Moi, je graisse mes machines lorsqu'elles sont à l'arrêt. Oh, non, on ne graisse pas des machines quand elles sont à l'arrêt. Là, ça me dit que ma machine fonctionne, elle tourne. Génial. C'est la première étape, je vais pouvoir la graisser. Deuxième chose que ça me dit, j'ai un niveau de friction assez élevé et même des micro-impacts si vous regardez bien. C'est quoi ces micro-impacts? C'est le film de graisse qui est rompu, qui commence à se rompre. Donc j'ai des contacts métal-métal avec les éléments roulants, bague intérieure, bague extérieure. Ça commence à créer de la fatigue. Et si je fais rien, à un moment, rappelez-vous, j'aurai de la vibration. Et là, ça va être un peu plus grave. Ensuite, ça me dit quoi? Regardez, juste après la moitié du signal, je vois mon injection de graisse, donc génial, j'ai graissé mon roulement, ça c'est une autre information intéressante, et surtout, la graisse a touché mon roulement. Et puis finalement, dernière information que j'en retire, c'est j'ai diminué la friction, j'ai éliminé une partie des impacts. Fantastique. Ça, c'est un job rêvé, c'est ce que j'appelle chez nous, ce qu'on considère comme un graissage réussi. Ça, c'est waouh, beau boulot. Alors, si je représente ça de manière différente, à savoir juste sur des valeurs de mesure, c'est un exemple, hein, mais ici, vous voyez, en bas, en abscisse, vous avez initial jusqu'à step 6. Les steps, c'est des injections de graisse, et initial, c'est la mesure avant graissage. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans le cadre d'un graissage réussi, on a la friction qui diminue, qui diminue, qui diminue, qui diminue, donc je suis content, donc je fous encore de la graisse. Et à un moment, sur la fin, à partir de la step 6, j'ai la friction qui réaugmente un tout petit peu, ce qui m'indique que je commence à faire un léger surgraissage. Et là, il y a dans l'appareil un processus qui se met en route qui va vous dire stop, arrête. Là, tu rentres dans une phase de léger surgraissage. On va éviter ça. Et on arrête et on passe au suivant. Autre cas de figure, je vous le fais écouter, mais celui-là, il est un petit peu subtil. Il faut se concentrer. Donc, je vais me taire maintenant. Là, je vais commencer à graisser. C'est parti. Le son est subtil, il faut être bien réveillé, ce dont je doute pour certains d'entre vous, vu que je ne vois pas ma fenêtre de chat qui clignote. Ce que vous voyez ici, donc à l'oreille, on est en train en fait d'augmenter la friction interne du roulement parce qu'on le surgraisse. Et en le surgraissant, il y aura des phénomènes de micro-impact qui vont apparaître dans le roulement. C'est pas bon. Et je le vois très bien en fait dans mon signal temporel ici.
donc qui est mon graissage en continu, où je vois que mon signal était, il était bien en fait sur le roulement, il n'avait rien demandé à personne, et je viens en fait augmenter la friction à l'intérieur parce que je le surgraisse. L'information à en retirer, c'est je graisse trop tôt. Peut-être que la quantité est bonne, mais en tout cas, j'interviens trop tôt. Il faudrait que j'espace mes périodicités et que je le laisse un peu tranquille, celui-là. Ensuite, si j'illustre ça dans une courbe de tendance, donc toujours initial, donc c'est avant graissage, et ici, step 3, c'est j'ai injecté 3 coups de pompe à graisse. Voilà, ça c'est un exemple. Premier coup de pompe à graisse, il ne se passe pas grand-chose. Deuxième, la friction augmente. Troisième, elle augmente encore. Boum, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. Troisième cas de figure. Voilà le signal, le premier signal que vous voyez, donc qui est ici au-dessus, c'est un roulement avant graissage. Alors regardez bien ici en bleu là. Vous voyez comme c'est épais. Là, vous voyez qu'il y a une friction assez importante comparé à celui-ci. Voilà. Et donc, premier réflexe toujours, je graisse. Je graisse avec un certain nombre de coups de pompe à graisse. Je crois que ici, c'est 1 ou 2. Et là, ce que vous entendez, c'est le signal après graissage. Alors, on se rappelle l'image de la bagnole sur le Dodane. C'est pas bon, j'ai du choc à l'intérieur. Certes, j'ai pu diminuer, comme vous le voyez, le niveau de friction, qui était important au-dessus. Je l'ai diminué en dessous, mais en faisant ça, j'ai mis en évidence le défaut du roulement. Donc ce roulement-là, je l'ai graissé, j'ai fait mon boulot, félicitations, mais il est en mode de défaillance, il est marqué et il va casser incessamment sous peu. Donc celui-là, on le marque et on le change dès qu'on peut. Alors si on représente en fait le comportement au niveau des mesures, on voit ici, c'est un exemple. Quand je graisse un roulement défectueux, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu l'effet du beurre que je mets sur la tartine qui va remplir des aspérités. Et donc, ça va diminuer le niveau de friction, mais avec la force centrifuge, la graisse va être rechassée sur les extrémités. Et donc, le niveau de friction va remonter comme ça à chaque fois. Entre chaque coup de pompe à graisse, ça diminue un petit peu, et puis ça remonte. Et puis ça diminue, et puis ça remonte, etc. etc. Et donc là, l'appareil qu'on propose, quand on a ce type de scénario, va dire, voilà, ici, suspicion de défaillance roulement. Mon signal n'est pas plat, j'ai des chocs. C'est pas bon. Pas bon du tout. Quatrième cas de figure. Alors celui-là, vous allez sourire. Moi, je souris aussi, mais de manière nerveuse, parce que ce sont des défaillances débiles et qui peuvent coûter très cher. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le signal temporel d'un graissage en live. Et qu'est-ce qu'il y a à voir là-dessus? Absolument rien. Il n'y a rien à voir, parce qu'il ne se passe rien. Je graisse et je n'ai aucune influence sur la friction. Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Alors là, on se creuse la tête, il ne faut pas être un génie. Qu'est-ce qui se passe? Simplement, la graisse ne touche pas le roulement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. La graisse ne touche pas le roulement. Alors, dans quel cas on peut avoir ça? C'est là que je souris un peu nerveusement parce que j'ai un client qui m'a raconté son histoire. On met en place une nouvelle machine, on met des carters de sécurité, donc on diminue l'accès à la machine pour éviter de perdre ses doigts ou ses membres. Donc on met une ligne de graissage déportée, et puis on met en place le plan de graissage qui était genre, je ne sais plus exactement, on s'en fout un petit peu, mais genre 2 coups de pompe à graisse tous les lundis. Et donc c'est ce qu'il a fait, mais après 1 an, la machine, elle était bousillée. Et pourquoi elle était bousillée? Parce qu'il avait oublié de remplir le tube de graissage. Ah oui, il était vide. Et donc pendant 1 an, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli le tube de graissage déporté, et la graisse, elle n'a jamais touché le roulement. Et la machine était pétée. Et c'est con. Et donc quand on peut observer ce type de phénomène, c'est très intéressant aussi. Savoir que la graisse ne touche pas le roulement, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, une défaillance de lubrification qui peut être, par exemple, due à une ligne bouchée. Ou alors souvent, je vois ici dans les commentaires que, ouais, effectivement, la graisse peut changer de viscosité, etc. C'est la même chose quand on a de la graisse qui stagne dans des lignes ou des graisseurs déportés, parfois, elles se séparent et ça fait des bouchons. Ça fait des bouchons de graisse et
là, on sait qu'on a un bouchon dans une ligne déportée aussi quand on a du mal à graisser. Quand c'est très dur sur la pompe à graisse, ça pue. C'est ça passe pas, il y a un souci. Donc, il vaut même mieux démonter la ligne de graissage, la vider complètement, la nettoyer, la re-remplir et repartir sur une bonne base. Et donc, au niveau mesure, on voit étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne se passe rien, quoi. Le signal est plat, quoi. Alors, beaucoup de problèmes. C'est quoi la solution? La solution, vous voyez ici, il y a Charles qui est toujours avec nous, d'ailleurs. Merci Charles de rester avec nous. Charles, c'est qui? Charles, c'est notre directeur technique. Charles a un cerveau plus développé que le mien. Les maths, c'est son truc. Et donc, Charles, avec d'autres collègues, se sont penchés sur la question. Ils se sont dit, tiens, on va essayer d'avoir un modèle répétable, quelque chose qui n'est pas lié juste au feeling du graisseur quand il entend son graissage, qui n'est pas juste lié à son interprétation des valeurs, mais on veut un modèle mathématique répétable, fiable, pour faire de l'optimisation de graissage. Donc Charles et mes autres collègues sont foutus autour d'une table et ils ont commencé à faire ce qu'ils préfèrent. Ils ont fait des maths. Je déteste ça, je suis mauvais, donc je n'ai pas participé, mais par contre, j'utilise le fruit de leur travail qui est extraordinaire. Et donc, ils ont vraiment modélisé en fait tous ces scénarios de graissage qu'on peut rencontrer sous forme d'algorithmes. Et ces algorithmes, ils les ont placés, pouf, dans l'appareil. Ce qui permet aussi en fait d'éviter d'envoyer Charles aux quatre coins du monde pour aider les graisseurs du monde entier à bien faire leur boulot. Non, on a pris une petite partie du cerveau de Charles et on l'a foutu dans le LubExpert. Et donc finalement, ça ressemble à ça. On a une pompe à graisse, on a le capteur sur le point de graissage, et puis on utilise l'appareil pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et puis on suit les instructions à l'écran, et puis c'est terminé. On sauve l'industrie, on sauve les machines, on graisse les roulements correctement. Alors, c'est quoi la méthode de travail du LubExpert? Voilà, ici c'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. La première étape, ça part d'un logiciel. Donc, dans ce logiciel, on fait des rondes de graissage. Ronde de graissage, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, moi j'ai, je sais pas, 10 machines, ce qui fait 20 points de graissage. Roulement côté accouplement, roulement côté opposé à l'accouplement. Et je connais ces machines, je connais les tailles de roulement, donc je vais les rentrer dans le logiciel, et comme ça, le logiciel va me calculer la quantité théorique, donc ce que je devrais théoriquement rajouter pour une relubrification. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer, en fait, du coup, je vais transformer en fait ces points de graissage en une ronde de graissage que je vais mettre dans l'appareil. Ensuite, je prends mon appareil, ma pompe à graisse, je cherche le bon point de graissage, je branche mon capteur, je prends une mesure avant de faire quoi que ce soit. Peut-être qu'il n'a même pas besoin de graisse. Donc là, je laisse l'appareil prendre sa mesure et me dire ce que je dois faire. Et puis, je suis ce qu'il me dit à l'écran. Peut-être qu'il va me dire fais un appoint en graisse, peut-être qu'il vous dira ne fais pas d'appoint en graisse. Mais s'il vous dit fais un appoint en graisse, vous ajoutez la graisse qu'il vous dit de mettre, et puis vous le laissez bosser l'appareil. Et il va recalculer, et il va reprendre une mesure pour voir si la friction elle monte, elle descend, ou si elle est nulle. Et puis il va vous donner un message, merci, tu as fait ton boulot, passe au suivant. Une fois que c'est fait, vous récoltez toutes ces informations dans un logiciel, parce que ce n'est pas sur le terrain qu'on commence à faire de l'analyse, il y a des risques de sécurité. Donc on essaye d'aller le plus vite possible, et puis on refout tout dans le logiciel qui va en fait trier toutes ces données et vous dire ce qui s'est passé. Voilà le soft. Donc ici, je vais essayer en fait de reprendre étape par étape, mais en allant vite. Je ne vais pas tout détailler. Mais voilà, vous voyez ici à gauche, je crée une arborescence, ma ronde de graissage, mes machines. Ça, je le prends, je le fais glisser dans l'appareil. Ensuite, je regarde sur l'écran de l'appareil les machines que je dois visiter pour graisser. Ça, c'est la première. Je vais dans la zone 1, sur le groupe de machine numéro 1. Dans ce groupe de machine numéro 1, je prends la machine numéro 3. Et une fois que je suis dessus, voilà, on voit ici mon ami Patrick qui s'apprête à aller graisser son point de graissage avec sa pompe à graisse et son appareil, après avoir tout transféré dans le LubExpert. Donc, il a trouvé le point de graissage en regardant ce qu'il était écrit sur l'écran. J'ai identifié le point de graissage. Attention, je ne graisse pas encore. Je prends ma mesure initiale. Oui, ça j'ai oublié de vous dire, mais avant même de prendre la mesure initiale, il vous fait un compte rendu. Il vous dit, voilà, théoriquement, sur ce roulement, dans un plan, dans une stratégie parfaite, je devrais mettre
de la Mobilux P10. Ça me permet d'éviter de me tromper de graisse aussi, hein, parce qu'on ne met pas de la même graisse partout. J'ai vu une question passer rapidement sur de la graisse alimentaire. Ça coûte très cher de la graisse alimentaire, je vais essayer de l'économiser. Donc dans le LubExpert, vous dites aussi quel type de graisse vous devez mettre sur le point de graissage. Et il vous dit, voilà, ici, si tout va bien, la quantité théorique, c'est 53 grammes. Et ces 53 grammes, ça correspond à 53 coups de pompe à graisse. Et attention, pas avec n'importe quelle pompe à graisse, avec la pompe à graisse automatique, qui est la pompe à graisse électrique, qu'on peut calibrer pour envoyer gramme par gramme. Et puis il vous dit, voilà, donc ça c'est ce qui est censé se passer. Quand tu es prêt, tu me dis OK et on y va. Et on y va. Et là, il nous dit, voilà, tu vas pas balancer les 53 grammes tout de suite. Parce que peut-être qu'il n'a pas besoin de 53 grammes. J'ai pas envie de bousiller ma machine. Donc on va y aller mollo. On va y aller tout doucement. Et on va commencer avec 7 grammes. Et si tu n'as pas un afficheur en grammes, sache que 7 grammes, c'est 7 coups. Donc tu fous tes 7 coups. Et quand tu es content, quand tu l'as fait, tu appuies sur Enter. Et puis l'appareil, qu'est-ce qu'il fait? Il mouline, il calcule. Merci Charles. Il calcule et puis il vous dit ici en dessous, pour le moment, on est dans un scénario de graissage réussi. Pourquoi? Parce que la friction diminue. Allez, je vous le montre en live. Voilà, on a mis le point de graissage, il lit l'appareil, et regardez bien ce qu'il va lui dire à Patrick. Fais un coup. Hop, paf, je mets un coup. Ensuite, petit zoom s'il vous plaît sur l'appareil, qu'on voit ce qui se passe. Merci bien, encore un peu plus cadré. Donc l'appareil prend une mesure, il contrôle. Et alors, si tu pouvais me montrer l'appareil, s'il te plaît, qu'on voit ce qu'il y a écrit à l'écran. Merci beaucoup. Donc, on voit que le début du graissage, on avait une valeur de 26. On a terminé à 27, ce qui a induit une friction plus élevée. Donc, dans ce cas-ci, je vous le dis, surlubrification, bien essayé, mais c'est raté. Heureusement, il a avorté le scénario. Il n'a pas balancé les 53 grammes, il n'a juste balancé que 7 grammes. Donc, il a limité les dégâts. Donc, ça, c'est pas mal. Ici, un autre exemple. Donc là, c'est un exemple complet. Donc, de la prise de mesure initiale jusqu'aux étapes de graissage et aux résultats. Donc, regardez bien. Donc, mesure initiale. Voilà. Il prend sa mesure initiale. Il règle bien le son pour écouter son roulement. Il prend la mesure. Voilà, il l'enregistre, fantastique. Ensuite, l'appareil lui dit, tu fous 3 coups de pompe à graisse. C'est ce que fait Patrick. Patrick, il met 3 coups de pompe à graisse. Ensuite, lui, il vérifie. Enfin, il demande à l'appareil de vérifier. Donc là, vous voyez patienter. Pourquoi il dit de patienter? Parce qu'il attend que la graisse se répartisse bien dans le roulement, pour éviter d'avoir une mesure mauvaise. Et après seulement, il mesure. Et là, il lui dit, l'appareil, maintenant, on met un coup. Parce que là, pour le moment, je ne suis pas encore très sûr. Donc, mets un coup. Il met un coup, il patiente le temps que la graisse se répartisse. Il reprend une mesure pour confirmer ou non la suite. Et là, il lui dit, attention, c'est bon, c'est fait, tâche accomplie, tu arrêtes. Et on est de nouveau dans un surgraissage. Alors, c'est normal qu'il y ait beaucoup de surgraissage parce que les dégâts qu'ont fait la culture jusqu'à maintenant font que naturellement, on a envie d'en mettre beaucoup. Rappelez-vous du graisseur qui vous dit, moi, tant que ça ne sort pas du palier, je continue. C'est quelque chose qui est très couramment, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, quoi. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir des gens maintenant qui font du service de haute qualité grâce au LubExpert pour sauver les machines. Donc finalement, après chaque apport en graisse, il vous dit ici, voilà, c'est un exemple, tâche accomplie, roulement suspect. On a commencé la mesure, on avait 39, on a diminué à 32, génial, j'ai diminué la friction, mais attention, roulement suspect parce qu'il y a du choc dedans quand même. Donc mon roulement qui est défectueux, je le graisse, je diminue sa friction certes, mais je n'enlève pas le défaut. Donc là, c'est ça qui vous dit. Ok, on a bien graissé, on a diminué la friction, mais il y a du choc dedans. Donc si possible, envoie ton meilleur expert en vibration, en ultrason, en tout ce que tu veux, mais va peut-être un petit peu plus loin. Il y a peut-être quelque chose qui se cache là-dessus. Donc vous l'avez compris, c'est ça aussi que j'adore avec cette solution, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. La première, je graisse correctement mon roulement, et je ne le graisse pas s'il n'en a pas besoin. Mais deuxièmement, très intéressant, j'ai une mesure avant, après graissage, donc je peux quand même faire des courbes de tendance, je peux quand même faire du suivi de machine, du condition monitoring. Moi, j'ai rien contre, à partir du moment où c'est rationnel.
Et donc là, en fait, le graisseur, ça devient le bras armé du service fiabilité. Parce que le graisseur, en graissant ses roulements, va également collecter des mesures. Et là, ça devient super intéressant. Tant que le graisseur sera à l'extérieur du département fiabilité, vous continuerez à avoir des défaillances de machine, ce sera toujours le bordel. Prenez le graisseur, réintégrez-le au sein de la cellule fiabilité avec un outil simple qui lui dit clairement ce qu'il doit faire, et vous allez voir, vous allez venir travailler tranquille. Ça va être les vacances toute l'année. Bon, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mon logiciel qui va me permettre de digérer toutes ces informations. Quelles sont-elles? Vous voyez en bas, j'ai un historique de toutes les mesures qui sont faites. En haut à gauche, j'ai ce même historique, mais présenté différemment. Je vais passer là, voilà. Donc là, en haut à gauche, vous avez les 4 dernières mesures effectuées sur le point de graissage, plus les quantités de graisse. Donc on voit qu'une fois, j'ai mis 8 grammes. Et puis un peu plus tard, j'en ai mis que 4 cette fois-là, etc., etc. Vous avez à gauche votre courbe de tendance pour suivre votre machine. Et c'est une courbe de tendance sur le niveau de friction, mais également sur les quantités de graisse. Là, vous allez pouvoir voir, tiens, de temps en temps j'en mets plus, de temps en temps j'en mets moins. C'est toujours intéressant. Vous allez avoir ici une autre courbe de tendance qui va reprendre en fait toutes les mesures avant le graissage et toutes les mesures qu'on obtient après le graissage de tous les graissages qu'on a fait. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir? D'avoir des courbes espacées l'une de l'autre. À savoir que dans un monde parfait, quand je graisse, c'est parce que j'ai un niveau de friction plus élevé qu'à la fin de mon graissage. Et donc, si j'ai ces courbes qui commencent à se croiser, etc., ça veut dire que parfois je surlubrifie, je fais l'effet inverse. J'ai une friction plus basse qu'à la fin du graissage et donc c'est pas bon. Pas bon du tout. Finalement, ici, pour nos amis canadiens, ils adorent ce qu'on appelle les KPIs, Key Performance Indicators. Donc, quand on graisse souvent un point de graissage, on aime bien savoir, avoir la tendance, quoi. Est-ce qu'on est plutôt bon, est-ce qu'on est plutôt mauvais? Et ici, il vous dit, sur les 4 points de graissage, 50% du temps, j'ai eu une défaillance de roulement suspectée. Donc là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et les 50 autres pourcents du temps, il me dit qu'il fallait réduire l'intervalle. Donc, ça veut dire que je venais le graisser trop souvent. Que je venais le graisser pas assez souvent. Excusez-moi. Alors, comment l'appareil est capable de vous dire ça? Mais quand vous graissez un roulement, vous voyez, il y a une quantité théorique. Si on dépasse cette quantité théorique, c'est qu'on vient trop tard. C'est-à-dire qu'on doit rattraper le coup et donc il faut en mettre beaucoup. C'est pas bon pour le roulement. Donc ici, il vous dit attention, il faudrait peut-être diminuer un petit peu l'intervalle parce qu'on en met plus que ce qui est prévu. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Voilà, donc ça c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, le but c'est pas de faire une formation sur le LubExpert, c'est de survoler les solutions qui existent. Donc ça c'est ce qu'on peut faire un peu avec le logiciel et l'appareil. Et là vous dites, bon ok, ouais, il est un peu tordu ce belge là, balance-nous un exemple, montre-nous que ça marche. Et ça c'est mon plus bel exemple, c'est pas le mien, donc je vais pas me l'approprier, c'est de nouveau mes collègues canadiens qui l'ont fait. Je me rappelle plus le nom de ce client, mais c'était la Cata. Alors, 1000 moteurs électriques, 150 casses par an. Hamdek, surgraissage. Pas bon. Voilà, quelques photos. Ça, c'est pas le stock. Ça, c'est les moteurs qui sont bousillés. Les photos, vous les avez déjà vues un petit peu plus haut. Donc, Hamdek, inspection visuelle. Qu'est-ce qui peut bien être la causalité de ces taux de défaillance élevés et de ces casses à répétition? Visuellement, j'opterais pour du surgraissage. Et du coup, là, ils se sont dit, c'était au tout début, au tout début du LubExpert, ils se sont dit, tiens, on a entendu parler de ça, on va voir si ça marche mieux. Première année, donc quand on est arrivé, 150 casses. Donc ça a pris un peu de temps parce que vous avez compris, la culture, c'est pas quelque chose qu'on change du jour au lendemain. Il faut inclure tout le monde dans le projet, que tout le monde trouve sa place et que tout le monde comprenne avec cette vue hélicoptère, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que ces petites actions de graissage? On va graisser différemment. Le processus va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Ça ne va pas juste être balancé 10 coups en 10 secondes. Ça va peut-être être 10 coups en 2 minutes, mais sur du long terme, ça va faire du bien aux machines. Et on va peut-être tomber sur des machines qui, elles, n'ont même pas besoin d'être graissées. Donc, finalement, on va gagner du temps.
Mais ça, c'est de la culture, c'est des choses qu'on explique qui prennent du temps. Ensuite, on a créé les rondes de graissage, les points de graissage. Et puis, on a commencé. Alors, après un an, on est descendu à 25 casses moteurs. Donc, on a diminué. Je vous l'ai dit, je suis mauvais en maths, mais faites un ratio. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. La troisième année, 8 casses moteurs de manière curative. Et finalement, la dernière, 10. Donc là, on voit que durant la troisième et la quatrième année, on est arrivé sur un seuil acceptable. On est sur une moyenne correcte. 8 à 10 machines défectueuses par an, ça peut arriver. On n'éliminera jamais des casses curatives, mais on a quand même fait un fameux saut en avant. Donc, je vous parlais au début, travailler dans des manières, dans un environnement sain, à savoir pas trop de stress, bien optimiser les interventions de graissage, bien optimiser la maintenance et les remplacements de machines. Mais là, on y est totalement. Le niveau de stress était dramatique la première année. C'est pour ça qu'on est intervenu. Ils ne sont pas levés du jour au lendemain en se disant faudrait mieux graisser les roulements. Non, il faut qu'on solutionne ce problème au niveau maintenance. Les gens ne sont pas bien. Et là, on est vraiment dans un truc très acceptable. Voilà, donc ça c'est nous. On nous appelle des Lube experts. Et vous, allez-vous être le Lube expert de demain? Allez-vous sauver l'industrie et les machines en les graissant correctement? C'est ma question. Et j'en reviens de nouveau aux fondamentaux. N'oubliez pas, l'outil seul, il ne fait pas grand-chose. Ne négligez jamais la performance, ne négligez jamais les compétences de vos gars. N'oubliez jamais que s'ils ne comprennent pas pourquoi vous leur demandez de faire une chose, si vous ne passez pas du temps à leur expliquer cet effet papillon qu'il peut y avoir dans une usine, ça ne marchera pas. La culture bouffe de la stratégie au petit déjeuner. Donc, c'est très important de passer du temps à sensibiliser et d'expliquer les choses. Les gens sont de bonne composition. Ils ne bousillent pas les roulements en les surgraissant par plaisir. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est juste ça. Donc, restez formés et informés. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez causé. Là, il est 11h55. C'est plutôt pas mal. Donc, si vous avez des questions, vous bombardez. Moi, je vais me taire maintenant et je vais rendre la parole à Karim, s'il est toujours là, s'il est toujours réveillé. Oui, toujours réveillé. En tout cas, merci. C'était vraiment passionnant. Donc, on m'a posé la question, est-ce que l'enregistrement sera disponible? Donc, j'ai répondu oui, bien sûr, d'ici 1 ou 2 jours. Je vais vous filer le numéro de mon compte bancaire et puis il sera disponible. Bon, ok. Tu t'arranges avec eux. C'est pas mal. Non, je rigole. Alors, en fait, si vous vous connectez sur la plateforme SDT Training, donc qui est une plateforme gratuite pour les webinaires, vous créez votre compte et puis en fait, quand vous allez dans l'onglet webinaire, vous allez en retrouver tout un tas, parce que chaque semaine, même chaque jour, on fait des thèmes différents et vous retrouverez celui-ci à la demande. Oui, alors j'avais déjà envoyé le lien, plusieurs fois d'ailleurs, puisque moi je suis un fidèle de SDT. Un Donc, fidèle. je transmets ça. J'avais une petite question, mais je pense que si Charles est encore là, il pourra peut-être répondre. Je suppose que, en fait, cette partie que vous utilisez, c'est à partir de réseaux de neurones. Ma question, c'est est-ce que vous ne craignez pas que l'expertise se perde? Il faut que tu lui donnes là. Ouais, je sais pas. Charles, je vais te démuter. Il est encore là? Ouais, je vais te donner la parole, donc on va savoir si tu es là ou pas. Charles? Oui, Ah, Charles est encore là. tu Voilà. m'entends? Ah, Ouais, je t'entends très bien. Vas-y, Karim t'a posé une petite question sympa là. ouais, il demande si on utilise des réseaux neuronaux. Oui, et surtout, ne craignez-vous pas qu'en utilisant de manière un peu automatique, l'expertise se perde? Ah si, ça c'est une de nos craintes, mais alors d'abord, on n'utilise pas encore des réseaux neuronaux, on est plutôt sur un arbre de décision, on est plutôt sur une logique décisionnelle en fait. On se base sur toutes les mesures de l'historique pour conseiller l'utilisateur sur le graissage. En fait. Donc c'est pas encore des réseaux de neurones, même si on y songe. Oui, parce qu'en fait, c'est le risque entre les approches type réseau de neurones et les approches type système à base de règles.
avec les systèmes à base de règles, on peut demander une explication du diagnostic final. Avec les réseaux de neurones, ce n'est pas possible. Ça marche, mais ils sont incapables d'expliquer leur cheminement. Et du coup, la crainte, puisque c'est un peu dans l'air du temps, hein, la crainte que tout le monde fasse de l'automatique et tout le monde oublie d'où ça vient et quels sont les fondamentaux. Hein. Donc, c'est toujours la grande… Compte sur nous pour le rappeler sur nos plateformes SDT Training ou ailleurs. C'est notre combat quotidien, Karim. Ah oui, non, mais c'est le cas de tous ces outils que l'on voit arriver. Souvent, on me pose la question, mais vous allez changer votre enseignement? Oui, non, pas vraiment. Les fondamentaux restent. Et donc, c'est bien beau une tablette qui me dit qu'il faut changer le roulement. Si je l'ai jamais fait de ma vie, je risque d'être un peu embêté. Bon, donc on est d'accord. Les outillages autour évoluent et donc il ne s'agit pas d'être contre les évolutions techniques, mais à un moment, les bases, désolé de rappeler ça, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Et donc, c'est sûr qu'en ayant des outils comme ceux que vous proposez, on va optimiser le graissage. Mais comme tu disais, Benoît, hein, et d'ailleurs dans la définition de la maintenance, hein, la définition normalisée, c'est l'ensemble des actions techniques, on est d'accord, mais il y a aussi administrative et de management. Et dans la partie management, c'est l'animation de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens, les gens ne sont pas plus bêtes, hein, tu sais qu'on est sur la même longueur d'onde. Et moi, c'est ce que je n'arrête pas de dire à tous mes étudiants. Ceux qui sont à côté de leur machine, ce sont les opérateurs. Quand un bruit change dans sa voiture, on le sait. Pourquoi? Parce que c'est sa voiture. Pour les opérateurs, c'est pareil. Ça veut dire que quand on arrive, on dit bonjour, même si on a besoin de rien. Parce que je leur dis, j'ai des collègues qui me disent bonjour. Il y en a certains, je dis, OK, perdons pas de temps, qu'est-ce que tu veux? Je dis jamais bonjour, juste quand ils en ont besoin. Là, c'est un petit peu pareil. Et c'est bien de rappeler dans tes présentations, entre autres, hein, cet aspect humain. Et moi, j'aime bien ton exemple du graisseur avec ta belle photo, là. Tu ne l'as pas mise cette fois, hein. Et c'est assez révélateur et je trouve que c'est vraiment très bien. Mais tu fais bien de le rappeler et rappelle-toi, j'ai commencé ma présentation par là en disant avec les godasses de foot, notre analogie c'est j'ai un ring de boxe, j'ai les gants, j'ai les chaussures, j'ai tout et pourtant je suis jamais appelé pour me battre contre des champions parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas l'information, je connais pas les stratégies. Donc les outils c'est bien, certes, mais c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Mais tu sais, on retrouve exactement les mêmes problématiques avec les outils de gestion de maintenance assistée par ordinateur. Quand tu dis à des gens, est-ce que vous avez une gestion de maintenance? Non, mais on va prendre une GMAO. Non, on a une gestion de maintenance et on va l'assister par ordinateur. C'est comme si je disais, je vais acheter un traitement de texte et je vais devenir écrivain. Non, ça ne marche pas comme ça. Et parfois, on se confronte à des problématiques, surtout avec tout ce qui est analyse vibratoire, où les gens confondent suivi vibratoire pour la maintenance. Ça veut dire quoi? Moi, en fait, je veux surveiller un balourd. À la limite, un gabarit avec du vert, orange et rouge, ça me suffit. Et on confond ça avec de l'expertise vibratoire. Il y a des gens qui vont aller analyser des spectres parce que les appareils portatifs proposent des spectres, OK? Mais non, ce n'est pas du tout les mêmes métiers, ce n'est pas la même formation et ce n'est pas le même appareil. Et chaque fois qu'on fait ce genre de remarques, évidemment, ça dérange. Hein. Et donc, on me dit, oui, mais vous êtes contre le numérique. Non, je dis ce que je pense. Voilà. Ouais. Merci Karim d'ailleurs pour ta franchise. Juste pour compléter ce que tu dis Karim et ce qu'a dit Benoît, c'est pour ça que dans le Lube Expert, on a laissé aussi le mode libre et ça fait partie de notre formation. Il y a le mode guidé et automatique, mais il y a aussi le mode libre qui permet justement de comprendre. Et moi, quand je fais une formation, systématiquement, j'accompagne la personne ou le graisseur d'essayer au moins une fois en mode libre pour comprendre ce qu'il fait. D'où l'assistance. Ah oui, absolument. Je pense que c'est deux options. Alors parfois, on n'a peut-être pas envie de se creuser la tête parce qu'on n'a pas le temps. Donc dans ce cas-là, on peut basculer sur de l'automatique. Mais de temps en temps, on va quand même aller voir. Après, c'est une question de personne. Hein, il faut avoir un peu de curiosité. C'est ce que je dis souvent. Là maintenant, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Donc généralement, ceux qui sont là-dedans ont tous des parcours un peu atypiques. Hein. C'est rare celui qui
qui dira « Oui, moi, quand j'étais au collège, je savais que j'allais travailler dans la maintenance. » Non, c'est des histoires. C'est souvent des personnes atypiques et le fait d'avoir des personnes atypiques rend les échanges d'abord passionnants et on y trouve très souvent des gens passionnés. Alors, excusez-moi, je me permets de rebondir sur ce que disait justement Patrice. Je vais couper le son ici. Donc, le mode libre, je ne l'ai pas détaillé ici, mais en fait, le mode libre, on va le voir ici à l'écran. Vous le voyez ici, j'ai des diagrammes en fait qui représentent en fait la différence de friction après chaque appoint de graisse. Et ici, ce graisseur qui est vraiment un spécialiste, qui sait exactement ce qu'il fait, lui c'est l'inverse. Il veut pas trop être guidé. Il veut approcher son graissage avec ses connaissances et il veut choisir lui-même les quantités qu'il va mettre dans son roulement parce qu'il est peut-être mieux placé que l'appareil pour le savoir. Et il veut aussi observer ce qui se passe entre chaque injection. Et on voit ici ces barres graphes qui changent en fait un petit peu. Je vais aller un petit peu plus loin, qui symbolisent en fait ces différents états de friction. Donc dans ce cas-ci, on voit que ces barres graphes ont tendance à diminuer un petit peu parce que la friction diminue. Et donc ici, c'est une approche, comme disait Karim, pour éviter que la machine ne remplace l'homme, parce que ce ne sera jamais le cas, et un cerveau humain est quand même capable de faire des grandes choses. Donc voilà, ça c'est pour illustrer un petit peu le mode libre. Je te rends la parole, excuse-moi pour cette petite interruption. alors cette illustration est très très bien parce que c'est ce qu'on appelle, alors peut-être pas dans cette application, mais c'est ce qu'on appelle le biofeedback. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a besoin d'apprendre à stabiliser son équilibre, notamment ceux qui font du tir à l'arc ou du tir au pistolet de haut niveau, eh bien, en fait, on va leur visualiser. Ils vont être sur une plateforme où ils vont voir le positionnement de leur centre de gravité et surtout, comment est-ce qu'ils bougent. Et l'objectif de l'apprentissage, c'est de stabiliser le point, de regarder le point et de faire une adaptation entre ce que l'on ressent au niveau des muscles et des articulations par rapport à ce que l'on voit. Et donc, on apprend beaucoup mieux. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire quand celui qui graisse a besoin de voir la diminution de la friction, il va associer plein d'informations, même s'il ne s'en rend même pas compte, pour optimiser justement son opération. Absolument. J'ai une autre question ici que j'avais un peu passée, qui sera pour Charles, parce que Charles adore la tribologie et les roulements. Alors, voilà, je te la lis. Je crois que les graisses changent de viscosité selon les saisons. Elles s'épaississent par temps froid et s'éclaircissent par temps chaud. Il faut changer le type de graisse en fonction de l'année pour avoir un fonctionnement optimal? Déjà, il existe tellement. On m'entend, hein? Ah oui. Ouais. Bon, déjà, il existe énormément de variétés de graisses, mais la fonction est toujours la même. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elles sont, oui, en effet, très sensibles à l'environnement. Mais même à partir du moment où vous l'injectez dans le roulement, vous avez vu, d'ailleurs sur le Bexpert qu'il y avait un délai d'attente avant de déclencher la mesure. C'est aussi pour cette raison, hein, c'est le temps qu'elle monte en température, qu'elle change de phase, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'influence des saisons, non, je ne pense pas que ce soit nécessaire, à moins qu'il y ait des écarts de température, je ne sais pas, de plus de 50 degrés ou ce genre de choses. À ma connaissance, je ne crois pas que ça soit nécessaire de pousser le vis à ce point-là. Avant tout, choisir déjà la bonne graisse pour la bonne application et maîtriser son plan de graissage, c'est déjà un gros travail en soi. Merci Charles. D'autres questions, d'autres réactions, commentaires, je ne sais pas. Apparemment pas. On va un peu leur laisser la parole ou alors c'est parce qu'ils ont faim. Des questions? Je sais pas s'ils peuvent causer en fait sans que je les démute. Enfin, sans que je retire le micro muet. Non, sinon par le chat. Ouais, mais par le chat, donc ça a l'air calme. Donc apparemment, on a couvert le sujet, on a répondu aux questions. Si on devait y en avoir d'autres, je suis constamment connecté à LinkedIn, donc via le chat ou par email, qui est un peu plus old school, mais ça marche aussi. Voilà, on est proche de 12h15, heure à laquelle tu m'avais demandé de finir. Donc voilà, je vais finir, si tu me le permets, Karim. Comme ça, je vais pouvoir aller manger mes tartines. Ah. Eh ben, c'était très très bien. Donc j'espère que ça a plu à tout le monde. Hein. Donc voilà, Pascaline nous dit. Merci Pascaline. Voilà, c'est très bien. Les autres, vous avez le droit de vous exprimer aussi.
Oui, oui. Et donc, un grand merci à toi parce que c'est c'est ce que j'ai toujours dit. Le problème, c'est que tu mets la barre un peu haut, hein, puisque après, quand on est dans d'autres webinaires, on s'emmerde un peu. Je vais vraiment finir à avoir la grosse tête et demander une augmentation à mon chef. Mais oui, mais je pense qu'il doit écouter encore. Il est là. Oui, oui, il écoute. Ouais, mais tu Ouais. lui donnes un bâton pour se faire battre, là. Attention, Karim. Ouais, mais fais gaffe parce que il n'est pas né de la dernière pluie, hein. Donc, pour les étudiants qui, oui, ils sont encore là. Donc, on se retrouve, je crois que c'est le mercredi 13, de 14 à 16 avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, un grand merci à toute l'équipe SDT. Hein, c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis, donc, tu m'enverras éventuellement le lien de l'enregistrement ou alors, yes. dès qu'il est disponible sur SDT Training. Et puis, eh ben, salut Compte à sur toute moi. l'équipe. Hein. Compte Et sur moi. merci encore. Merci pour tout. Oui, voilà. Apparemment, ça a bien plu. Donc, je ne prenais pas de risque. Hein, je le savais, là. Ça marche. Merci pour ta Merci, en confiance, tout cas. Karim. À tous, Avec plaisir. bon confinement, restez chez vous et que tout aille bien. Voilà. Très bien. Merci et portez-vous bien. Hein. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci.